ils étaient coincés dans des caves à bouffer des cailloux. Et ma théorie, c'est que peut-être qu'ils n'étaient pas plus malheureux que l'Américain moyen qui vit dans une certaine forme de prospérité, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'études sur le bonheur des talibans, donc on ne saura pas vraiment. Mais moi, c'est ma théorie. Le Bhoutan, au lieu de mesurer le PIB par habitant, il mesure le bonheur par habitant, tu vois. C'est un peu, tu sais, ils peuvent pas gagner la course. Ce qui est génial. Hein. Ouais, mais ils peuvent pas gagner la course. Donc ils ont rebrandit. choisi une course différente, tu vois. Exactement. Dans le PIB par habitant, il bouge pas. On a $1200 par habitant. C'est de la merde, on est dernier. On va juste rebrander. Tu acceptes tout ce qui existe, tu vois, tout ce qui se passe. Genre, en stoïcisme, si tu veux, c'est amor fati, tu vois, un truc comme ça. Et simplement être en harmonie avec l'univers. Et en fait, moi, je le vois comme étant le truc le plus important. Une stat totalement random que j'ai trouvé en cherchant tout ça, c'est que les femmes dorment 11 minutes de plus que les hommes par jour. Ce qu'il dit, c'est en cumulé, vu que les femmes ont une espérance de vie, je crois, 6, 7, 8 ans par là, plus que les hommes. Je pense, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'il y a 1 ou 2 ans qui sont déjà expliqués comme ça, quoi. On n'est pas au courant quels sont ces avantages-là, encore. Elles vivent plus longtemps, elles dorment plus. Après, quand tu dors plus, tu vis un peu moins, tu peux c'est vrai. Tu peux l'argumenter comme ça, quoi. Sur le dilemme de l'objet brillant, j'ai relativement trouvé une synthèse. Comment contrebalancer, construire sur ce qui marche avec potentiellement il y a une plus grosse opportunité. La manière dont je réfléchis à ça, c'est au programme de l'épisode du jour, on va parler de OnlyFans et pourquoi c'est le meilleur business tout court. Être heureux comme un taliban. Vous savez que ça c'est un titre de Paul. Le problème des conseils contradictoires pour entrepreneurs. Et finalement, la section motivation. Il vous reste 56 jours pour terminer l'année en beauté. Et qu'est-ce qu'on va faire de nos 56 derniers jours de 2024 ? Commençons par OnlyFans. Comme tu le sais, parce que tu es un grand fan de ce genre de trucs, quand les gens ont une boîte au Royaume-Uni, tu peux aller voir les comptes de la boîte, si elle est, même si c'est une boîte privée. Donc, tu peux avoir plein d'informations sur leurs chiffres. D'ailleurs, c'est aussi le cas sur certaines boîtes en France. Tu disais qu'on pouvait voir les chiffres de pas mal de youtubeurs. Au UK, il y a une boîte qui s'appelle OnlyFans, que tout le monde connaît pour les créateurs de contenu porno, mais apparemment pas que. Et donc, on peut voir leurs chiffres, et les chiffres sont énormes. Donc, OnlyFans, ça fait 6,3 milliards de chiffre d'affaires. La moitié de YouTube. Parce que c'est incroyable, quoi. Ouais. Et ils prennent 20% de ça. Donc, 80% va être versé aux créateurs. Eux, ils prennent 20%. Ils sont en croissance d'environ 19% par an. Et sur ces 20% qu'ils prennent, ils vont faire 50% de marge. Parce qu'ils n'ont que 42 employés. En 2023. Il va y avoir pas mal de freelance tout, mais ils ont 42 employés full-time, ce qui veut dire qu'ils font... Ils en ont viré 20 sur une année. Ouais. C'est là, putain, on est trop crack. On en vire 20, quoi. on va éliminer. Ils font 32 millions de chiffre d'affaires par employé et ils font 15,5 millions de profits. Sachant que du coup, c'est environ 600 millions par an de marge. C'est un business qui est pas vraiment revendable. Ils ne trouvent pas vraiment de personnes qui sont capables de l'acheter à ce niveau de chiffre d'affaires et avec le multiple qu'ils voudraient. Ce qui fait qu'en fait, il y a 2 personnes qui possèdent OnlyFans qui se versent juste des dividendes énormes et ils ont tiré plus d'1 milliard de dividendes depuis 2019. La comparaison, c'est que le chiffre d'affaires de OnlyFans, c'est 2 fois une boîte qui s'appelle Halo. Et Halo, probablement, vous ne connaissez pas, mais les marques, les sites qu'eux, ils possèdent, c'est Pornhub, Brazzers, RedTube, YouPorn, Xtube. Donc, en gros, ils possèdent pas mal des plus gros sites porno au monde. Et ils font la moitié du chiffre d'affaires de OnlyFans. Et je pense qu'ici, le raisonnement, c'est simplement OnlyFans monétise vachement mieux. C'est ça. Parce qu'ils ont ce truc d'abonnement direct, ils ont ce truc de tu peux payer directement les créateurs. Versus, je ne sais pas trop quel est le modèle économique de Pornhub, mais je crois que c'est principalement de la pub. Et la pub sur des sites porno, ça ne doit pas se payer très cher, quoi. C'est du trafic ultra qualifié. Quoi qu'il me semble que certains de ces sites avaient des systèmes d'abonnement. Et la différence, c'est qu'OnlyFans a permis aux créateurs d'aller directement. Et finalement, une personne qui dépense pas mal sur OnlyFans a probablement dépensé beaucoup plus d'argent que son abonnement à un site porno qui doit être, je pense, de l'ordre de quelques dizaines d'euros par mois. C'est ce qu'il disait, je crois que seulement 20% des revenus OnlyFans sont les abonnements et 80% maintenant, justement, c'est les achats au coup par coup, quoi. Ouais. Et ces achats au coup par coup, c'est pas forcément des petits achats. Ouais, ça. Ça peut être des trucs, tu payes 50, 60 euros pour une vidéo personnalisée ou même plus. Et du coup, ça peut aller très vite parce que ce modèle-là, c'est un petit peu comme les jeux mobiles, en fait, où tu dis, OK, le jeu mobile, il a 1 million d'utilisateurs, donc en gros, ils dépensent chacun 10 euros par an, et ce jeu mobile, il fait 10 millions. En fait, non, tu vois, si tu as 1 million d'utilisateurs et tu fais 10 millions de chiffre d'affaires, tu en as
950 000 qui dépensent rien, 50 000 qui dépensent un peu, et en fait, parmi eux, t'en as genre 500 qui dépensent à fond, quoi. Tout leur salaire là-dedans. Et tout le chiffre d'affaires est sur ces baleines, en fait, qui dépensent beaucoup. Et je pense que du coup, OnlyFans est largement meilleur pour exploiter les baleines. Je pense que si tu pouvais avoir les Parce chiffres... que quand tu vas sur un site porno classique, tu peux pas dépenser plus, quoi. Je pense que c'est pour ça. Ouais. T'as pas de baleine, ouais. Et en fait, ce que eux ils ont, c'est tous les upsells, en fait. Ils ont un meilleur back-end, tu vois. Ils ont un meilleur back-end, c'est-à-dire, tu peux acheter des vidéos personnalisées, tu peux acheter une conversation, tu peux... Je sais pas, à mon avis, il y a des créateurs OnlyFans où tu peux aller... rencontrer le créateur, tu vois, et aller jusqu'à la prostitution, à mon avis. Après, là, je suis pas sûr que OnlyFans prenne une commission sur l'ensemble de la transaction, mais il reste qu'ils monétisent vachement mieux. 2/3 du chiffre d'affaires aux États-Unis, UK, Europe, 16%, et 17% le reste du monde. Ce qui dément le fait, j'avais des gens qui m'avaient dit OnlyFans, c'est beaucoup de gens au Moyen-Orient et tout qui payent. Apparemment, c'est quand même beaucoup US. Après, US, ils ont quand même pas mal de thunes. Donc, qu'est-ce qui fait que OnlyFans est aussi puissant? Donc, déjà, c'est une marketplace. Donc, une fois qu'ils ont un peu les créateurs, ils ont la demande, c'est difficile pour un créateur de partir de OnlyFans, d'aller ailleurs. Et simplement, tous les clients sont là. Donc, ils ont ce truc, ça crée un avantage, quoi. C'est un peu comme Airbnb ou autre. Tu dirais, c'est pas très difficile de répliquer Airbnb, mais ce qui est difficile, c'est de répliquer les de réseau, quoi. C'est ça. Donc, la marque OnlyFans, finalement, elle est extrêmement forte, quoi. Les gens parlent toujours de « Ah, tu vas créer un OnlyFans », c'est devenu un terme générique, ce qui est assez rare, finalement, parce qu'il y a quoi qu'il a fait, il y a Google qui l'a fait, il y a Twitter qui l'a fait, et après Elon Musk a foiré le truc en renommant ça X. Mais il y a assez peu de termes qui sont aussi génériques, aussi mémorables. Et après, il y a l'effet que beaucoup d'autres plateformes, maintenant, n'autorisent plus les contenus pornographiques, ou alors que la régulation les autorise plus à le faire parce qu'ils ne checkent pas suffisamment l'âge des gens avant de s'inscrire. Donc, en fait, tous ces créateurs font un exil et arrivent vers OnlyFans. D'ailleurs, je me souviens d'un moment donné où OnlyFans avait dit qu'ils allaient arrêter d'autoriser le contenu pornographique, et que personne ne comprenait, et finalement, ils étaient revenus en arrière. En fait, c'est une histoire de processeur de paiement. C'était passé pas même chose pour ManGeek, qui possédait, peut-être ils sont renommés Hello, je sais pas, ils possédaient tous les sites porno. C'est qu'en fait, les processeurs de paiement voulaient plus travailler avec eux. Donc, notamment, si Visa et Mastercard n'acceptent plus tes paiements, t'es un peu coincé. Donc, dans le cas de porno, à l'époque, je crois, ils avaient supprimé quasi toutes les vidéos qui n'étaient pas certifiées ou je sais pas quoi. Et pour OnlyFans, je sais pas quel accord ils ont réussi à trouver. Je pense qu'ils ont réussi à trouver comme accord, c'est un KYC plus fort, que ce soit pour éviter qu'il y ait les mineurs qui aillent dessus, et aussi de s'assurer que c'est principalement les femmes vont dessus, c'est elles-mêmes qui s'inscrivent, ainsi de suite. Et je pense que c'est un peu ces gages-là qu'ils ont réussi à garder les processeurs de paiement et d'éviter de sauter, parce que ouais, s'ils avaient dû retirer le porno, c'était fini, quoi. Et même, je pense qu'à mon avis, l'annonce de retirer le porno, c'était pour gagner quelques semaines, en disant attends, on arrête, pour gagner quelques semaines pour mettre en place les changements qu'ils devaient mettre, quoi. Donc il y a cet effet où en fait, comme toutes les autres plateformes, par exemple sur Twitter aujourd'hui, si tu postes un lien vers ton Substack, généralement le lien il est un peu shadowban et les gens se plaignent beaucoup que les liens depuis Substack, je sais pas, peut-être qu'ils sont carrément bloqués les liens Substack. C'est pas bloqué mais c'est shadowban, ouais. Donc les gens qui utilisent Twitter pour construire leur Substack, ils se plaignent beaucoup de cet élément. Et pourquoi? Parce que Twitter a une fonctionnalité qui remplace un peu Substack de newsletter ou d'abonnement privé, etc. Et ce qui fait que c'est de plus en plus difficile de sortir les gens d'une plateforme pour les envoyer autre part. Un autre exemple, c'est que sur YouTube Short, maintenant, tu peux plus mettre de liens dans tes YouTube Short. Alors qu'on a toujours pu mettre des liens dans les descriptions des vidéos YouTube. La différence sur OnlyFans, c'est que finalement, beaucoup de ces créateurs-là, s'ils sont sur Instagram, Instagram ne veut pas de leur contenu porno sur Instagram, en fait. Donc, il y a les plateformes, les gens acquièrent du plateforme sur Instagram, du trafic sur Instagram et le redirigent vers OnlyFans. Et Instagram ne cherche pas à empêcher ce trafic de sortir parce qu'en fait, eux, ils n'en veulent pas. Donc, j'ai dit que les créateurs récupèrent 80% du chiffre d'affaires sur OnlyFans. Sur YouTube, c'est environ 55%. Et sur une plateforme comme Substack qui permet de faire des newsletters, c'est 90%. Le créateur moyen sur OnlyFans récupère $1 800, mais après, il y a une énorme courbe où les plus gros créateurs font 10 millions par mois. Prends en compte les créateurs inactifs ou c'est que les créateurs actifs qui ont ce genre de revenus? Je pense que c'est le créateur moyen, mais pas le créateur médian. Oui, forcément. Ouais. Tu vois, c'est le créateur moyen, donc tu fais. Mais déjà, c'est pas beaucoup pour un créateur moyen. C'est-à-dire quand le médian, c'est encore plus dur, je pense. Le médian, c'est peut-être $300 par an, quoi, ou $200 ou c'est proche de zéro, moyen, quoi. Ouais. Tu vois, ça m'étonnerait pas qu'il y ait plus de 50% des créateurs OnlyFans qui font zéro, parce que, en fait, il faut travailler le trafic. T'as pas de trafic, tu vois, c'est comme partout, quoi. Il se passe rien du tout. Il y a pas vraiment, je doute que les gens fassent une recherche sur OnlyFans, ou alors il faudrait être très fort en keyword research, tu vois. Donc, s'il faudrait avoir du trafic, ça m'étonnerait pas que la moitié des créateurs, en fait, essentiellement, ont zéro trafic. Mais que pour le coup, les plus gros créateurs font des millions par mois. Donc, une fois que tu amortis ça sur tout le monde, la moyenne, elle arrive à ça, tu vois. Mais en réalité, la courbe, elle est délirante. Donc, après, l'article
que je vais citer qui s'appelle, c'est un article de Matthew Ball, Breaking Down OnlyFans Stunning Economics. D'ailleurs, très très bon blog de Matthew Ball sur toutes les questions de la tech. Il parle un petit peu de la manière dont ça monétise. Donc, ouais, tu vas avoir différents niveaux de plans. Le plan gratuit, où tu as juste un peu de contenu, c'est juste à follow une personne sur Instagram, quoi. Le plan standard à $5, le plan premium à $10, le plan VIP à $100. C'est un exemple de... Tu as des tiers qui augmentent beaucoup. C'est vraiment ce truc de comment est-ce que tu vas aller chercher la baleine, en fait. Donc, la baleine, tu l'as fait rentrer sur le plan à $100. Et après, du coup, là, tu as identifié un client VIP et tu vas le spammer de messages avec un centre d'appel qui se trouve aux Philippines ou quelque part. Et pour lui dire, OK, vas-y, t'es trop cool, t'es le plus beau, etc. Envoie-moi de la thune, fais-moi des cadeaux, etc. Et en fait, tu vas identifier cette personne qui est prête à lâcher $100 par mois sur OnlyFans. Cette personne, elle est prête à lâcher potentiellement des milliers de dollars par mois et tu peux tirer beaucoup. Et finalement, il explique qu'il y a certains contenus qui sont pas porno et qui sont assez populaires. Alors, ils donnent pas de pourcentage, quoi. Ils donnent pas de pourcentage. Et quand j'ai été regarder la liste des OnlyFans les plus populaires, voilà, ça m'étonne pas. Il y avait pas beaucoup de. Il dit, ok, c'est comme un peu un Instagram privé où tu peux discuter avec les personnalités. Voilà, en tout cas pas dans les plus gros comptes, c'est pas ça qui performe. Même si j'ai vu que. Je pense que ça performera jamais parce que Nico Cano a un compte OnlyFans. Okay. Tu vois qui c'est? Ouais. Donc c'est un YouTuber qui a d'ailleurs fait un truc assez incroyable. On n'en avait pas parlé sur le podcast. C'est un YouTuber qui fait des mukbangs, donc il bouffe des quantités délirantes de nourriture. Il a acheté 12 burgers. Il a pris 150 kilos en 2 ans, un truc comme ça. Ouais. Il a pris un poids énorme. Et du coup, il y a un nombre incroyable de vidéos sur lui qui dit c'est la capture par l'audience. Le mec qui détruit sa santé juste pour faire des vues, etc. Il continuait à poster des vidéos. Il était. En plus, il était démonétisé, donc il gagnait pas d'argent avec non plus. Et il y a un mois ou deux, je pense, il est revenu avec une vidéo qui dit tout était prévu depuis le départ. J'étais 12 pas en avance de vous. Et en fait, il arrive sur la vidéo et le mec, il a perdu genre 100 kilos, quoi. Il a divisé son poids, je pense, par 2. Et il dit, voilà, toutes ces vidéos que j'ai postées sur les derniers mois, elles étaient, ou même sur les 2 dernières années, étaient déjà préenregistrées. Et en fait, j'étais vraiment en avance de vous. J'avais fait un plan machiavélique et tout. Ce qui a relancé sa chaîne, parce que du coup, sa chaîne fonctionnait beaucoup autour de tout le monde parlait de lui et tout le monde... À quel point c'est tragique. Ouais, c'était un truc un peu tragique. Et du coup, ça a relancé quelque chose de très, très fort. Et du coup, ce gars-là a un compte OnlyFans. Donc, j'ai pas été voir exactement ce qu'il postait dedans, mais il a un compte OnlyFans qui était assez populaire. Mais à mon avis, ils ont intérêt à rester sur la partie justement adulte, parce qu'en fait, quand tu réfléchis à Patreon et Tipeee, ça a jamais explosé parce que c'est beaucoup plus dur de faire payer les gens, juste pour un soutien, j'ai un peu générique, toi. Alors que justement, apparemment, c'est assez facile sur le porno. Parce que les plus gros OnlyFans font plusieurs millions par mois. Les plus gros Patreon font $500,000 par mois, quoi. C'est vraiment les plus gros avec des audiences monstrueuses. Des audiences monstrueuses de podcasts. Ouais. Et les plus gros OnlyFans, c'est des gens dont tu n'as jamais entendu parler. Plus ou moins. Enfin, j'imagine que les gens qui sont... Ça dépend de l'unité. Ouais, tu peux connaître, mais fondamentalement, tu vois, c'est pas des gens qui sont arrivés avec une audience préexistante énorme. Ils ont vraiment construit avec OnlyFans. Donc, voilà. Le takeaway de ça, c'est... le truc le plus intéressant autour de OnlyFans, je pense, c'est quel est l'impact de l'IA, en fait. Est-ce que si tu mets de l'IA dedans, ça tue un peu le business de OnlyFans parce que finalement, les gens peuvent le trouver ailleurs? Ou est-ce qu'au contraire, en fait, OnlyFans prend tout le contenu qui a déjà été créé chez eux, traîne des IA dessus, et dit juste, tu vas pouvoir maintenant faire OnlyFans, mais au lieu de nous prendre 80%, on va prendre 100%. Parce qu'il y a une grande partie qui est déjà faite. Quand on a parlé, le chat, c'est pas les filles qui parlent, toi, c'est des mecs aux Philippines ou peu importe. Donc cette partie est déjà fake. La question que j'ai toujours un peu, c'est quel pourcentage de mecs sont au courant et quel pourcentage choisissent de croire, toi. Ouais. Parce que je ne sais pas, est-ce que c'est 90% ils sont au courant et ils choisissent de croire de faire semblant? Est-ce que la plupart sont pas au courant? Mais en tout cas, cette partie est déjà c'est du faux authentique, quoi. S'ils pensent parler à une personne, ils parlent à une vraie personne, c'est pas la personne qui... Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir de ce moment-là, est-ce que tu pourrais accepter? Si en gros, ils sont capables de créer cette illusion qu'ils parlent à la personne sans parler, est-ce que aussi en voyant des images, ils peuvent s'imaginer... Une IA sera encore mieux, en fait. C'est ça, exactement. Une IA sera encore mieux pour te répondre et encore mieux pour créer les images. Donc à mon avis... C'est assez fort pour OnlyFans parce qu'eux, ils possèdent déjà la demande. En fait, toutes ces personnes, ils l'ont sur leur plateforme et ils peuvent dire, voilà, je vais t'envoyer des nouveaux influenceurs. Les influenceurs sont IA. Alors, ils sont soit créés directement par OnlyFans, soit en fait juste par des entrepreneurs qui vont dire, OK, je vais créer des trucs sur OnlyFans, comme en fait, tu vas sur Amazon FBA pour proposer ton produit, tu vois. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui sur OnlyFans avec plein de gens qui lancent un peu des modèles dessus, mais là, ce sera en x10 parce que tu pourras réagir de manière encore plus directe à ce que les gens te disent, tu vois. Et tu pourras. Et puis parce que la réalité de quasiment tous les gros OnlyFans, je compris, c'est des mecs qui sont derrière, c'est eux qui marketent le truc, et ensuite la fille fait juste les photos, le contenu nécessaire. Et donc là, ils auront même plus besoin de collaborer avec quelqu'un, toi. Ce sera eux-mêmes de leur propre cerveau.
ils pourront travailler en solo, quoi. Et je pense que ils vont être assez efficaces à ce niveau-là. Et qu'encore une fois, finalement, la prime à l'authenticité, elle est peut-être pas aussi forte qu'on pense, quoi. Ouais, je pense que OnlyFans a prouvé que la prime à l'authenticité. Et du coup, est-ce que c'est mieux ou moins bien? D'un côté, ça dépend vraiment du point de vue de quitter. Est-ce que les femmes vont se faire remplacer, du coup? Ouais. En fait, déjà, elles touchaient pas. C'est assez fou aussi, c'est OnlyFans, c'est le modèle d'agence, non? Où en gros, elles touchent 50%. Un truc comme ça, je crois, en moyenne. Je sais plus c'est quoi mais c'est un truc très faible comparé à n'importe quel autre modèle d'agence. Ça dépend vachement. Okay. Je pense qu'il y en a qui gèrent leur propre OnlyFans. Notamment certains des gros comptes, elles le gèrent elles-mêmes, etc. Et il y en a où c'est juste, littéralement, elles sont payées un petit salaire et c'est tout, quoi. Et derrière, tout le bénéfice, il est sur le gars qui gère le business. Et si tu parles au gars, il dit, mais comment tu justifies ça? Il va dire, bah, elle a rien à faire, elle a juste envoyé des photos et c'est moi qui gère tout le business, c'est moi qui crée toute la valeur, quoi. Ce qui est dans l'écosystème ici de valeur, un point qui se défend, c'est-à-dire, en fait, c'est lui qui a un système de compte, de spam, de DM. C'est plus compliqué, d'une certaine façon. Ouais, c'est assez compliqué parce qu'en fait, en plus, surtout, s'ils veulent driver du trafic à l'échelle, c'est beaucoup de spam. Et faire du spam, c'est compliqué parce que tu te fais constamment bannir. Ça. Faire du spam sur Tinder, il faut être assez technique, il faut être assez pointu. Et finalement, c'est là que. Et c'est payant aussi. Ça coûte de l'argent de potentiellement mettre en place ces réseaux, et ainsi de suite. Donc probablement, l'IA va faire que accélérer ce truc-là parce que finalement, les gens sont pas. Mais est-ce que tu penses que la base client va continuer à monter ou pas, quoi? Parce que en fait, ça me paraît déjà tellement délirant comme revenu. Surtout que tu dis qu'ils ont fait combien? 6 milliards, 2 tiers aux US, donc c'est déjà 4 milliards aux US. Toi, je sais pas combien il y a de clients, mais c'est déjà des gros montants par client, quoi. Ouais. Parce qu'il y a peut-être combien de clients peut avoir 10 millions 10 millions qui rapportent 4 milliards, ça me paraît déjà énorme. Là, ils grossissent de 20% par an, tu vois. Donc, c'est pas délirant de dire. Et c'est vrai que tu peux dire de l'autre façon, c'est que pour l'instant, ils sont qu'aux US quasiment. Enfin, tu vois, ils vont encore étendre. Mais ça me paraît. Déjà, le taille du marché me paraît déjà délirant comparé à ce qui devrait être possible. À mon avis, et c'est qui ces clients, toi? C'est un peu la question aussi, quoi. Et tu refais 20% par an. Tu vois, 20% par an, c'est pas une croissance qui est énorme. Tu vois, OnlyFans, il est quand même atteint une. Mais justement, à quel point, à un moment, ça a capé, quoi. À mon avis, ça peut continuer à grossir, notamment parce que le truc se normalise, tu vois. Et à mon avis, les gens qui dépensent, ils vont continuer à dépenser. Et je pense que ça reste quand même honteux actuellement. Ouais. Je sais pas, après, encore une fois, ça dépend beaucoup des cercles, je pense. Mais toi, on est dans le podcast du non-jugement, tu vois. Mais si tu me dis, ouais, je suis abonné à OnlyFans, juge quand même un peu, toi. Il y a un peu de jugement quand même, tu vois. Mais peut-être que c'est pas le cas partout. Et du coup, effectivement, si ça se normalise, parce que par contre, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a beaucoup moins de jugement pour les femmes, du coup, de le faire, toi. Ou c'est constaté comme quelque chose de pas si délirant que ça. Bah, si tu fais ce qui peut être assez fou, quoi. Tu vois, il y a du respect. C'est peut-être ça, c'est peut-être l'aspect, effectivement. En même temps, tu vois, tu gagnes l'argent, quoi. T'es une meuf de 22 ans, une girl boss, 50K par mois, c'est en mode, ouais, pas mal, tu vois. Et, tu vois, il y a ce côté. Mais en fait, c'est la thune, parce que 50K par mois, moi, je trouve ça pas ouf, mais tu peux dire, effectivement, bon, il y a un trade-off. Par contre, si tu fais exactement la même chose, mais tu gagnes $500 par mois, là, c'est un peu à loose, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est une question de. Tu fais un truc, c'est comme si, tu vois, genre. Tu fais des peintures dans le garage de tes parents, tu vois. Si les gens achètent tes peintures pour 2 millions, tout le monde est genre, quel génie, tu vois. Si tu fais des peintures et que tu les vends au marché du coin pour 10 €, tout le monde est là, ce mec, c'est un loser, tu vois. Il y a un truc où, quand ton truc marche et gagne de l'argent, là, c'est comme où tu joues à des jeux vidéo dans ta chambre. Exactement. Tu joues à des jeux vidéo dans ta chambre, ou tu joues à tes jeux vidéo sur Twitch et il y a 1 million de personnes qui te regardent, tu vois, et tout d'un coup, t'es un génie et t'es un héros, tu vois. Dans les deux cas, tu fais la même chose. Donc, et je pense que, vraiment, pour ces trucs-là, c'est la même chose. Donc, OnlyFans, ça a permis de scale up la prostitution et d'une manière qui fait qu'il y a du respect derrière, tu vois. Mais je pense que, tu vas voir, le truc IA, je pense que sur notre génération, ça sera jamais normalisé, mais sur des futures générations, ça sera assez normalisé de chatter avec une IA et de parler à une girlfriend IA, en fait. De la même manière où le porno, maintenant, c'est quand même pas mal normalisé. Où il y a beaucoup de gens qui vont en parler, où en fait c'est pas, tu vois, un secret que le porno ça existe et que les gens peuvent le regarder. Je pense que ça va être normalisé sur les girlfriends IA, et donc du coup je pense que, tu vois, à un certain point OnlyFans ça se normalise, quoi. Par contre, du coup, est-ce que tu perds un peu cet effet de réseau potentiellement? Parce que du coup toute la supply, parce que les network effets de réseau, c'est marketplace, c'est à deux côtés, tu vois. Ouais. Et là actuellement c'est dur d'acquérir le supply, donc les filles et ainsi de suite. Mais si c'est que des IA, ce supply, n'importe quelle plateforme peut le récupérer assez facilement, tu vois. Mais après... Et donc, c'est plus là, ça demande les clients. Mais est-ce que les clients sont si attachés? Toi, ce qui est fort avec une marketplace, plateforme, c'est vraiment quand tu as les deux, tu vois. Ouais. Si tu n'en as plus qu'un, je pense que ça peut se prendre en tant que marché, quoi. Ça peut le fragiliser, mais est-ce qu'ils n'ont pas un avantage d'avoir quand même tout... Enfin, la base de clients est énorme, c'est des centaines de millions de personnes. Mais je sais pas du coup comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a du cross de data, tu vois. Ouais. C'est un peu comme, tu vois, Facebook ou autre, ils ont un avantage de data qui est créé. C'est d'ailleurs l'argument autour de Tesla et le self-driving, en fait. C'est-à-dire
comme ils ont vachement plus de voitures qui sont avec ils accumulent de data permanent et c'est exponentiel du coup beaucoup quasiment plus quoi. de data. Même si actuellement Tesla ils sont en retard sur le self-driving, donc pour le moment leur thèse elle est parce qu'ils sont partis sur une technologie totalement différente de tout le monde. Ouais. Et du coup, ils sont en tout le train monde a de... mis beaucoup plus de capteurs qu'eux, avec des systèmes de lidar. Non, etc. c'est un système de radar versus une caméra, quoi. Ouais. Et eux, ils voulaient juste faire des caméras, parce qu'en fait, tu peux mettre des radars dans toutes tes voitures, ça coûterait beaucoup trop cher. Mais du coup, c'était leur thèse, en fait, de dire on va créer un avantage de data qui sera impossible à récupérer derrière. Est-ce que OnlyFans a un avantage de data ou pas? Le futur restera à voir. Par contre, c'est clair que ces business-là de porno, etc., une fois que tu rajoutes l'IA dedans, il se passe beaucoup de choses, quoi. Il y a clairement beaucoup de choses. Ça a bougé. Parlons de l'escroquerie du bonheur et pourquoi il faut être taliban. Parce qu'il y a un truc que je trouve, on discute pas assez du bonheur et c'est pas assez étudié parce que c'est quand même fondamental. Tout ce qu'on fait au final, c'est pour accéder à une forme de bonheur. Les gens vont dire non, moi je recherche pas le bonheur, mais si au final tu recherches des émotions positives, peu importe. Et il y a récemment une vidéo de Dirty Biology qui est sortie où en fait il rapporte qu'en fait en Ukraine ils mesurent leur niveau de bonheur et ça a pas chuté avec la guerre, toi. C'est resté stable avec la guerre. Alors que leurs conditions de vie, ce sont des terroristes, ils ont perdu des proches. Enfin, de façon objective, tu pourrais te dire, ça aurait dû s'écrouler, tu vois. Et ça m'a rappelé un vieil article sur ça que j'avais écrit sur le fait que il y avait la news qui était sortie que les talibans étaient repartis pour faire une nouvelle guerre. Je sais plus contre l'Irak. En plus, c'est un pays bizarre. Pourquoi ils sont en guerre? Je suis pas trop le truc. Mais tu sens qu'en fait, les mecs, ils sont un peu addicts à ça, tu vois. Okay. Ils enchaînent. Ils s'arrêtent jamais. Tu vois, il y avait l'URSS. Bon, les Américains, ils sont aussi un peu venus, tu vois. Donc, il fallait les deux, mais ils aiment ça, toi. Et tu te dis, pendant 20 ans, quand même, les talibans, ils étaient occupés, toi, en Afghanistan. Pendant 20 ans, ils étaient coincés dans des caves à bouffer des cailloux. Et ma théorie, c'est que peut-être qu'ils n'étaient pas plus malheureux que l'Américain moyen qui vit dans une certaine forme de prospérité, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'études sur le bonheur des talibans, donc on ne saura pas vraiment. Mais moi, c'est ma théorie. Est-ce que du coup, on retombe sur la théorie qui rend un peu furieux, en fait. De plus ou moins ton niveau de bonheur, il est fixé. Et tu peux avoir un accident de voiture et perdre et être dans une chaise roulante et il va revenir. Tu peux gagner au loto et être super heureux, mais en fait, il va revenir. Et finalement, ton niveau de bonheur, il est fixé. Et donc, quoi que tu fasses, finalement, tu reviens au même. Est-ce qu'on il y a un peu ça, sur cette théorie? Mais il y a un peu moins. Pour moi, il y a quelques notions, quelques facteurs qui sont sous-codés en termes de bonheur. Et c'est aussi, on verra pourquoi le World Happiness Index, c'est une arnaque. Mais ça se rapproche juste d'un truc qui était intéressant que j'avais lu un article sur le fait un docteur qui s'occupait un médecin qui s'occupait des vétérans aux États-Unis qui étaient dépressifs ou suicidaires. Donc, tu as beaucoup de Marines américains qui reviennent aux États-Unis et qui se suicident ou qui sont dépressifs, qui tombent dans l'alcoolisme, ainsi de suite. Et souvent, la notion qu'on mettait en avant, c'était des questions de PTSD, toi. En fait, ils ont stress post-traumatique. Stress post-traumatique en mode, ils ont vu des choses qui étaient trop dures pour eux et ils ont du mal à accepter, ainsi de suite. Parce que je pense que c'est une notion assez noble, toi. C'est un côté, putain, t'as vu le mal humain et maintenant t'as du mal à t'en remettre parce que t'es une bonne personne fondamentalement. Tu as un côté bien. Et lui expliquait, on se trompe totalement de sujet. Le sujet, c'est pas le stress post-traumatique. Le vrai sujet. Ils aimaient trop la guerre. C'est un peu ça, en fait. C'est en fait, ils kiffaient leur vie là-bas, tu vois. Ils étaient entourés de potes avec un vrai sens de camaraderie. Ils avaient une mission commune qui était très claire. Ils avaient aussi un cadre de vie très établi, toi. Tout est prévu pour toi. T'as pas besoin de réfléchir à grand-chose. Tu manges à la cantine. Tout est simple. Et que finalement aussi, d'une certaine manière, tirer sur les gens, c'est fun, tu vois. Il y a un côté adrénaline, tu vois. Il y a un côté. Comme un vrai joueur de jeux vidéo. Non, mais même si on part tirer des gens, tu vois, aller faire de l'hélico. Toi, tu fais pas ça un jour. Eux, ils font ça tous les jours. Tu vois, c'est un truc quand même qui est un peu différent. Et donc, en fait, ils avaient du mal à se réacclimater à la normalité de la vie aux États-Unis. Où là, peut-être d'un coup, ils ont plus de potes parce qu'ils reviennent dans leur ville d'enfance, je sais pas quoi. Ils ont plus aucun pote. Ils reviennent vivre chez leurs parents, tu vois, c'est un cas. Ils ont pas ce sens de mission, toi. Donc, on fait un truc qui est important. On protège les États-Unis, ainsi de suite. Et ils perdent tout ça. Et c'est ça qui vraiment crée la dépression et potentiellement le suicide, quoi. Et donc, on en vient finalement à notre World Happiness Index. Vous voyez tous ce que c'est, je pense. Si on le voit chaque année, c'est une carte où ils mettent les niveaux de bonheur des pays du monde. Et c'est toujours genre soit la Finlande, soit le Danemark. C'est Finlande, Danemark, le classement. Iceland, la Suède, Israël, Pays-Bas, Norvège. C'est des pays nordiques, quoi. Luxembourg, Suisse, Australie. Je crois que c'était le Bhoutan, moi, qui était là-dedans. Attends, on va revenir sur le Bhoutan. C'est parce que c'est assez marrant. Mais en gros, c'est le classement qui est fait des pays où les gens sont les plus heureux au monde, tu vois. Et un cas du coup, sur le Bhoutan, ce qui est assez marrant, c'est que en fait, le Bhoutan, ils ont remplacé, au lieu de mesurer le PIB par habitant, ils mesurent le bonheur par habitant, tu vois.
Mais moi, c'est un peu, tu sais, ils peuvent pas gagner la course. Ce qui est génial. Hein. Ouais, mais ils peuvent pas gagner la course. On donc ils ont choisi une course différente, tu vois. Exactement. Dans le pays par habitant, ils bougent pas. On a $1 200 par habitant. C'est de la merde, on est dernier. On va juste rebrander. Parce que le seul truc, si tu me dis Bhoutan, le seul truc que je sais sur le Bhoutan, c'est censé être le pays le plus heureux au monde. Tu me dis, mets le Bhoutan sur une carte, je commence à avoir des gouttes de sueur qui tombent de mon front. C'est ça, il y a la montagne, l'Himalaya par là, quoi. Ouais, tu vois, c'est incroyable en termes de branding, c'est brillant de refaire. Donc, ta théorie, c'est que bon, tous ces pays nordiques, ils peuvent pas être heureux parce qu'ils sont pas en guerre, quoi. Non, parce que bon, déjà, c'est un peu d'expérience. T'as vécu aussi dans différents pays. J'ai vécu Philippines, Angleterre, France. Donc, Angleterre, France sont aussi très bien classés, top 20. Et à côté des pays Philippines, Thaïlande, ils sont genre 50 ou 60e, tu vois. Ouais. Et moi, après, tu connais pas les gens, mais instinctivement, tu dis, il y a un truc qui cloche, tu vois. Finlande, ils sont alcooliques. Ils font la nuit. Ils ont un gros taux de dépression, quand même. Ils ont beaucoup de taux d'antidépresseurs. Est-ce que du coup, c'est pas un truc qui est hacké où en fait, on mesure pas le bonheur, mais on mesure à quel point l'État est gentil avec toi et c'est là où c'est là où la double arnaque. Le revenu moyen. Qu'on en discute. La double arnaque, parce qu'on parle pas assez. C'est en fait, ils passent tout ça sur une putain de question qui pour moi est une question éclatée. Je vais expliquer pourquoi. Donc on va déjà donner la question. C'est imagine que tu es sur une échelle avec des marches qui vont de 0 en tout en bas à 10 tout en haut. En haut de l'échelle, ça représente la meilleure vie pour toi. Et en bas de l'échelle, ça représente la pire vie pour toi. Sur quelle marche de l'échelle tu te mettrais? Alors, réponds à la question. En fait, le truc, c'est que je dis, ok, la pire vie, mec, c'est dans un centre de concentration. T'es dans un goulag, quoi. Tu vois. Donc, tu dis, ok, le 5, t'es un peu déjà dans une vie de merde. Parce que, tu vois, t'es à l'échelle, tu vois, de la population. Travaille dans une usine à Shanghai, quoi. Tu vois. Donc, tu dis, bah, directement, t'es au moins 9, quoi. Moi aussi, je dirais 9, toi. Alors que si on me demandait vraiment c'est quoi ton bonheur, effectivement, je dirais 17-8, toi. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, déjà, t'as un écart qui se crée. Et t'as plusieurs problèmes avec ça. Un, c'est un peu le langage et le bagage culturel. Donc, même le langage, le pire, le meilleur, dans différentes langues, ça veut dire des trucs plus ou moins extrêmes. Et ça dépend aussi beaucoup vite fait à si tu te compares au monde, à ta ville, tu vois. Ouais. Donc, tu crées vraiment rapidement cette idée de comparaison. Et t'as aussi même des trucs, et en parlant d'antimélogiste, t'as cette question aussi dans certains pays, avoir 5 sur 10, c'est très bien, tu vois. Suivant comment t'es noté à l'école et autres, qui peut aussi avoir un impact. Et surtout, mon plus gros problème avec ça, c'est qu'en fait, ça suscite une réponse rationnelle, tu vois. Justement, tu commences à réfléchir. Ok, bah, je suis en bonne santé. Tu veux pas, en toute conscience, dire, ouais, je sais pas, 6 sur 10, tu vois. T'es un mec, enfin, d'où, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais en fait, du coup, tu le mesures sur ta circonstance externe et pas sur ton bonheur, tu vois. Et en fait, tu me dis, est-ce que t'es plus heureux que le taille moyen? Je te dis non, probablement pas, tu vois. Ouais, c'est similaire probablement. Au mieux, à peu près pareil, ouais. Tu me dis, est-ce que sur une échelle de la meilleure vie à la pire vie, est-ce que tu es au-dessus du taille? Bah évidemment, tu vois. Et je pense que c'est là où en fait tu mesures pas le bonheur, tu mesures l'imagination des gens, quoi. Enfin, juste, ouais. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que ils ont fait un truc tout con à un moment. D'autres chercheurs ils ont retiré l'image de l'échelle, tu vois. Ils ont juste dit de 0 à 10. Et déjà, ils avaient des réponses différentes, notamment qui étaient beaucoup moins corrélées au statut et à la richesse. Parce qu'encore une fois, moi ça me paraît débile, mais c'est évident, tu mets une image d'échelle, les gens ils vont penser, bah, attends, l'échelle, je suis en haut de l'échelle ou je suis en bas de l'échelle, tu vois. Il y a un côté très clair en termes de statut social et de richesse. Et d'ailleurs, un autre problème, c'est que toutes ces questions, justement, tu sais, il y a tout le débat, est-ce que l'argent fait le bonheur? Toutes ces discussions, toutes ces études sont basées sur cette question-là, quoi. Ce qui, encore une fois, je trouvais très limitant. Donc la question ne mentionne pas, en fait, du tout tes sentiments, tes émotions par rapport à ta situation, en fait. Non. Elle dit la meilleure ou la pire vie. Moi, tu essayes de dire d'un point de vue objectif après où est-ce que je vais être. Et en fait, c'est dans un pays nordique, tout le monde te dit que tu es le meilleur parce qu'on te dit t'as la démocratie sociale. Et effectivement, les Américains, ils sont plus riches que toi, mais ils sont tous obèses et ils ont des flingues et ils ont du crime et de la drogue, etc. Et les Américains, c'est pas bien. En plus, la santé coûte trop cher, tu vois. Donc en fait, on dit, même les Américains, ils disent le meilleur système, c'est les Nordiques. Et moi, le Nordique, il se dit, bah, objectivement, tout le monde dit que je suis le meilleur, donc je dois vivre la meilleure vie, tu vois. Et donc, les Nordiques, ils mettent beaucoup du 7. Il n'y a aucun pays où j'ai migré. C'est ça. Et c'est intéressant, c'est les Japonais coréens, il y a plus de la moitié qui mettent la note 5. Parce que l'idée, c'est que je suis normal, toi. Je me distingue pas, je suis normal, je suis dans la moyenne, il n'y a pas de question, toi. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de bagage culturel. Et après, forcément, la critique la plus rapide sur ça, et après, ça peut être défendu d'une certaine façon, c'est justement, encore une fois, les taux de suicide des antidépresseurs, où c'est les pays nordiques qui sont pas très bons là-dedans. Mais tu peux dire taux antidépresseur, bah, parce qu'au Congo, ils n'ont pas accès aux psychiatres, aux antidépresseurs, donc tu peux être déprimé au Congo, bah, t'es coincé. Et après, taux de suicide, tu peux dire aussi un aspect religieux,
notamment tous les catholiques, les musulmans vont voir le suicide comme quelque chose de mauvais et donc du coup pas le commettre, alors que les pays plus athéistes ou agnostiques n'ont pas ce problème-là. Mais moi, on aura du mal à me faire croire que les Finlandais, c'est les mecs les plus heureux du monde, toi. Et pareil, j'aurais du mal à croire que les Français sont plus heureux que les Philippins de façon générale. Et donc là, c'est la première étape de l'arnaque. La deuxième étape de l'arnaque, c'est qu'ensuite, il procède à une sorte de régression chelou. En fait, on va essayer d'expliquer ses scores, tu vois, par certains facteurs. Et donc, les facteurs qui prennent en compte PIB par habitant, un truc qui s'appelle soutien social. Je suis pas très clair sur ce que c'est. Espérance de vie. La famille, c'est ça Je sais pas, il faudrait que je creuse. Espérance de vie, liberté, générosité, corruption et un autre 20%, on ne sait pas. Mais en fait, c'est vraiment une fraude. Enfin, c'est une fraude. En fait, c'est juste un index de développement. C'est exactement ça. En fait, c'est lié à l'IDH, en fait. Et tu vois, en fait, que leur truc de bonheur est très lié aussi à l'index du développement. Et donc, après, en gros, ils voient que les pays nordiques défoncent tout. Bah, ils prennent les caractéristiques des pays nordiques et disent, bah, c'est comme ça qu'on l'explique, quoi. Ouais. Ce que je trouve un peu limité et un peu abusé, quoi. Mais du coup, le Bhoutan fait son truc, il est pas sur la liste. Donc je crois qu'ils sont pas très bons, le Bhoutan. Il y a d'autres questions, le Bhoutan. Je crois qu'ils sont pas si bons que ça, le Bhoutan. Mais encore une fois, parce que ils doivent pas très bien répondre à la question, tu vois. Je pense que ça revient juste à ça. Parce que aussi, t'as un effet intéressant, mais qui a un effet dans l'autre sens, c'est que nous, on peut se dire, putain, le pire vie, ce serait vivre au Rwanda pendant le génocide, toi. Mais le Rwandais, lui, il peut voir tout ce que tu peux voir à la vie aux États-Unis, la vie. Donc, toi, si tu te compares de façon globale, forcément, ça va avoir un gros impact pour les pays les plus pauvres, comparé aux pays les plus riches. Alors qu'encore une fois, tu dis, bah, t'es Danois ou Finlandais, tu dis, bah, je suis au top, quoi. Ça peut pas aller beaucoup plus haut que. Il y a quoi comme pays où il fait mieux vivre que la Finlande? Il n'y a pas 36 000, quoi. Et donc, moi, j'ai une théorie un peu différente sur comment ça devrait être mené, mais aussi, je pense qu'il y a un aspect qui est vraiment sous-coté pour le bonheur. Deux, d'ailleurs. Un, c'est avoir une communauté, un lien social fort. Notamment, je pense que c'est la grosse différence entre un pays comme la France et un pays comme les Philippines. Où en Philippines, il y a toujours de la famille, il y a toujours des amis. Ils ont cet aspect très communautaire où très peu de gens sont isolés, en fait. Je sais pas d'ailleurs comment l'expliquer. Je pense qu'il y a un peu le catholicisme, la religion qui joue un peu. Il y a l'effet que la famille soit plus large, que les familles vivent ensemble, qui joue beaucoup aussi. Bah après, de toute manière, en Asie, il y a quand même plus un truc de famille et tout. De filiation qui est forte. Les Philippines, c'est un truc assez bizarre parce qu'ils sont un peu catholiques et sont un peu genre asiatiques et ils ont un mix des deux qui est chelou. Qui n'a pas toujours marché d'ailleurs. Niveau bouffe, je trouve que ça n'a pas trop marché. Non, bouffe, Philippines, catastrophe. Niveau basket, ça n'a pas non plus marché parce que du coup, ils sont ultra fans de basket, mais ils n'ont pas la taille pour le faire. Donc il y a des moments, il y a des trucs que ça n'a pas marché, mais je pense que d'un point de vue famille, il y a effectivement cet élément où. Et même en fait, les gens, pour le coup, bougent beaucoup aux Philippines. Il y a beaucoup de gens aux Philippines qui ont de la famille partout et tout, et sont genre super proches de le cousin du cousin, il y a un lien. Ouais. Mes cousins, c'est des gens que je voyais quand j'étais gamin à Noël pendant une semaine, et c'est tout, tu vois, je les ai même pas sur Facebook ou quoi. Enfin, tu vois, si tu voudrais contacter mon cousin, je serais en mode les pages jaunes, tu vois, où est mon cousin, mec. Les cousins, tu vois, pour moi, c'était pas. Et pour eux, leurs cousins, ils sont aussi proches que pour nous, nos frères et sœurs, tu vois. Alors qu'il y a un réseau d'obligations un peu mutuel, quand c'est de la famille, quand c'est un ami de la famille, en fait, tu te dois un certain. Si genre un ami de ta mère vient. Tu dois l'héberger. À Chiang Mai, tu dois le voir, tu vois. Ouais. Mais j'ai jamais vu cette personne. Ouais, mais c'est un ami, tu vois, genre. C'est ça. Et le truc s'étend. Et du coup, ça crée des contraintes, mais ça crée aussi un soutien et un aspect où tu te sens. Et après, l'autre aspect, moi, je trouve qu'il est toujours fascinant parce que justement, je pense que ce genre d'études mettra jamais ça en avant. Mais moi, c'est la religion que je trouve vraiment intéressant. Je me demande si ça, c'est pas le placement d'Israël aussi, il joue aussi là-dessus. Peut-être. Ouais. Après, ils sont quand même très riches aussi. Hein. Ouais. Quoi ? Ils sont quand même très riches aussi. Mais il y a quand même à Israël une minorité significative de gens qui sont genre ultra religieux. Et pour eux, tu leur dis, bah, la meilleure vie que tu peux imaginer, c'est la vie eux, ils sont forcément à 10, tu vois. Parce qu'ils vivent la vie selon les préceptes du truc. Et ils sont en Israël en plus pour eux. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus riches ou quoi ? Oui, mais Elon Musk, il vit une vie qui est inférieure à toi selon le critère que tu as, en fait. Et ça, je pense que ça peut jouer si tu as un fort pourcentage. Tu vois, je pense que aux US, tu vois, si tu demandes ça à la communauté Mormons, la niche, ou ils seraient plus aux heureux. Mormons, ils vont te dire, bah, on vit la meilleure vie possible parce que nous, on suit les préceptes. Mais je pense qu'aux US, ils ont juste pas un pourcentage de population qui est suffisant pour jouer. Alors, en Israël, il y avait un article assez intéressant, c'est le seul pays développé qui a maintenu un taux de natalité au-dessus du remplacement. Ouais. Et donc, la théorie que le mec avait, c'est parce qu'ils ont cette communauté de gens ultra religieux qui font beaucoup d'enfants et que toute la société les respecte, en fait, et qu'il y a un peu un truc d'échelle où, en fait, les gens qui sont pas des... je sais pas comment t'appelles ça,
je me sens plus exactement. Juifs orthodoxes. Ouais, ils sont pas à fond dedans, mais ils sont un cran en dessous, ils sont quand même religieux, etc. Eux, ils veulent quand même émuler les gens qui sont encore plus à fond qu'eux, donc ils ont beaucoup d'enfants, et ainsi de suite. Et finalement, tout le monde respecte les gens qui sont encore plus religieux que toi, et ça tire tout le monde vers le haut sur le fait d'avoir plus d'enfants. Alors qu'aux États-Unis, tu as effectivement ces groupes qui ont une énorme natalité, genre sur les Amish ou sur les Mormons, mais autour d'eux, tous les gens sont pas « Ah ok, il faut qu'on émule ces personnes en fait ». Et donc du coup, ça tire pas le taux moyen vers le haut. Et donc du coup, son argument, c'était que le taux de natalité était en grande partie un mème en fait. C'était en grande partie, tu observes les gens autour de toi, tu vois après combien d'enfants ils ont, et tu fais à peu près autant d'enfants qu'eux. Donc si autour de toi, toutes les familles ont genre 3 ou 4 enfants, bah tu vas dire ok, 3 ou 4 enfants, c'est normal. S'ils ont tous 2, tu vas dire ok, 2 enfants. Et si tout le monde a un enfant, peut-être que tu vas en avoir un, peut-être que tu vas en avoir 2, mais tu iras rarement au-delà. Et évidemment, pour qu'en moyenne, il y ait plus de 2 enfants par femme, il faut qu'il y ait des gens qui aient 3 ou 4 enfants pour compenser ceux qui en ont pas. Et c'est pour ça que je suis persuadé que la natalité va continuer à s'écrouler. Parce qu'effectivement, en fait, les gens on veut pas, mais on est influençable. Et donc, tu avais peut-être un pourcentage d'hommes ou de femmes, je sais pas, qui suivaient le mouvement, tu vois. Ils n'avaient pas spécialement d'enfants, ils n'étaient pas contre. Mais tout le monde, les enfants, y allaient. Et maintenant, ça va être vers le défaut, c'est de pas y aller. Et donc, je pense que ça va continuer à être empirer. Parce que plus ça deviendra. Tu auras certains mouvements un peu contraires, tu vois. Mais dans l'ensemble, les gens vont se conformer. Ou même quand ils ont des enfants, ils en ont que 1 ou 2. Et donc, je pense que ça va continuer un peu à un effet. Et donc, un truc que j'avais vu, une suggestion que quelqu'un avait, je me souviens plus de la source, c'était ok, la Corée, vraiment, natalité, c'est catastrophique. Ce qu'il faut qu'ils fassent en Corée, c'est qu'ils obligent tous les stars de la K-pop à avoir 2-3 enfants, en fait. Et tu dis, ok, si t'es une star de la K-pop après 30 ans, il faut que t'aies des enfants. Et du coup, en fait, utiliser ces influenceurs pour driver le truc de dire, en fait, c'est cool d'avoir des enfants. Et comme tout le monde émule, en fait, ces personnes, tu vas recréer le même, en fait, il faut avoir des enfants, etc. Plutôt qu'essayer de faire du bottom-up et de dire, ok, si t'as un enfant, on va te donner des subventions, etc. Ce qui fonctionne pas. C'est très marginal. Ouais, ce qui est assez difficile de radicalement changer. Je crois qu'il y a un pays, je crois que c'était la Hongrie, qui a été à fond dedans et qui a mis masse de subventions. Singapour, beaucoup aussi. Hein. Quoi ? Singapour, c'est l'ordre de 80 000 €. Tu reçois 80 000 € quand t'as un enfant, c'est très élevé. Et ça n'a rien fait, quoi. Et en Hongrie, ça a fait un peu monter le truc, tu vois, mais juste par rapport au niveau du des 0 point, quoi. Versus, et ça n'a pas remonté au-dessus du taux de remplacement, quoi. Donc, potentiellement, effectivement, c'est un facteur social, même si tous les facteurs économiques doivent aider à fluidifier, à augmenter le nombre d'enfants. Il y a un facteur social, et comment est-ce que tu crées le même et comment est-ce que tu influences la population à ce niveau, c'est vachement dur. Il me semble qu'il y avait des pays même où, tu vois, où genre, ils écrivaient des lettres aux gens qui avaient assez d'enfants. En France, quand après, c'est des associations, mais je sais que ma grand-mère qui a 4 enfants, tu recevais c'est pas l'ordre du mérite, mais tu avais un truc hors du mérite de la famille. Quand tu avais plus de X enfants, tu recevais un truc. Mais bon, c'est après coup, tu vois, c'est pas ça qui motive. Mais ça donne, tu peux voir ça comme un petit statut, ça a une reconnaissance. Donc, sous-côté la religion, on était parti sur le truc de la natalité. C'est ça, c'est qu'en fait, tu peux voir la religion comme étant en gros un ensemble, d'avantages pour le bonheur. Et je pense que tu peux limite décomposer ensuite et les récupérer ces avantages d'une autre façon. Et donc, je pense que le premier qui est assez évident, c'est communauté. Et communauté un peu au niveau micro, c'est que si tu es à la mosquée ou à la messe ou peu importe, tu vois la même personne toutes les semaines qui ont les mêmes valeurs que toi. Donc, tu as vraiment cette communauté qui est créée automatiquement. Et aussi, encore une fois, exactement les mêmes valeurs que toi. Et en fait, je pense que ça a aussi une grosse importance en termes de bonheur d'être entouré de gens qui sont assez proches de nos valeurs. Tu n'as aussi pas trop de regrets par rapport au passé parce que tu peux te faire pardonner par Dieu. Tu vois. Tant que tu es pardonné par Dieu, personne ne peut te juger et c'est fini par rapport à ça. Celui que je trouve toujours le plus intéressant, c'est peut-être avoir moins d'anxiété. Vu que c'est Dieu qui décide, toi, c'est le plan de Dieu. Ce qui t'arrivera. C'est pas à toi tu peux pas. Et ça, encore une fois, il y a des différences entre catholicisme et protestantisme, à quel point tu peux influer sur le futur. Mais globalement, c'est le plan de Dieu, quoi. Il n'y a pas besoin aussi d'une vraie quête de sens, parce que le sens, il t'est donné directement. Tu parlais pas la dernière fois de gars qui vendaient des bouteilles d'eau et qui étaient mormons et donc du coup ils vendaient des bouteilles d'eau avec. Je vais revenir là-dessus. Okay. Je vais revenir là-dessus. Je trouve ça super intéressant aussi parce que à quel point du coup la religion peut faire plus d'argent aussi, toi. Ouais. Parce que on est sur le trilliard quand même. Le bonheur c'est bien, mais l'argent c'est mieux. Et l'autre aspect c'est peut-être le plus intéressant, c'est que ça te donne un système de valeurs et de morale qui est établi, tu vois. Parce que quand tu réfléchis un peu à notre système de valeurs et de morale, je me dis en fait c'est un peu un bordel, quoi. On l'a pioché de partout, tu vois. Donc t'as toute l'enfance, donc t'as l'éducation des parents, t'as l'école, t'as la religion indirectement, t'as la société de façon générale, t'as les films Disney. Ils sont déjà intéressants parce que les films Disney ça crée vraiment un socle commun. Si tous les enfants du monde regardent les mêmes films Disney, ça crée une sorte de socle commun des valeurs. Pour nous, il y a aussi le stoïcisme qui nous a un peu influencé. Le fait d'être entrepreneur, ça a une influence. Vivre en Thaïlande, ça nous a influencé. Donc c'est un peu un bordel, tu vois. Et alors qu'encore une fois, si tu suis une religion un peu de façon correcte, tout est packagé en un, c'est assez simple, c'est assez efficace, quoi. Est-ce que toi, tu vois ça un peu de la même façon ou pas ?
Au niveau du système de valeurs? Ouais. Est-ce que tu disais d'ailleurs qu'il a beaucoup évolué? Moi, j'ai l'impression qu'il a énormément évolué en 10 ans, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, tu vois. Dis-moi ce qui a changé pour toi. Ah putain, maintenant tu me mets. Forcément, je dis ça et après, il faut que je trouve. Je pense que toute la vision par rapport à l'argent a énormément changé. Tu vois, moi, il y a 10 ans, j'étais à moitié communiste, tu vois. Ouais, j'étais vraiment très. Toi, je vous disais, toi le système est baisé, toi, tu peux rien faire par toi-même. Toi, j'étais vraiment orienté là-dessus. Pareil, j'étais quand même très orienté sur le fait que tu pouvais pas t'améliorer. Maintenant, c'est une valeur cardinale pour moi, c'est growth mindset, c'est que si tu t'y mets, tu peux t'améliorer. Et à l'époque, j'étais, les choses sont telles qu'elles sont et un peu fataliste. J'étais aussi, je pense, d'une certaine façon, un peu anti-américain, tu vois. Pareil, ça va un peu ensemble, tu vois. Ouais. Alors que maintenant, je vois quand même beaucoup de choses positives avec les États-Unis. Qu'est-ce que j'aurais d'autre? Pareil, j'étais aussi très enfin, j'y pensais pas tant que ça, mais j'étais plutôt athéiste, tu vois. Maintenant, je suis agnostique. J'étais très anti-religion. La religion, c'est débile, c'est mauvais. Et maintenant, je suis en train de parler comme étant quelque chose de positif. Donc, il y a quand même pas mal de choses comme ça qui ont évolué au fur et à mesure. Est-ce que toi, tu as des trucs qui ont changé déjà, tu portais des costards, plus maintenant. Donc, c'est un système de valeurs vestimentaires. C'est marrant, t'as pile poil trouvé le truc dont j'allais parler. Tu Ok. vois. Quand j'avais 18-19 ans, donc ouais, à peu près il y a 10 ans, j'avais ce truc de dire, dans la vie, tu vois, il y a des gens qui sont forts, il y a des gens qui sont nuls. J'ai vraiment ce truc de dire, il faut être sûr que tu es dans le côté des gens qui sont forts. Et moi, c'est un truc qui était devenu extrême pour moi en prépa, parce que la prépa, c'est un peu la cristallisation de ce truc, tu vois. Il faut que tu gagnes, et sinon tu vas perdre, et si tu vas perdre, tu vas être dans la merde, et ce sera de ta faute, tu vois. Et donc j'avais vraiment ce côté de ouais, il faut que je sois meilleur que les autres, il faut que je prouve que je suis meilleur que les autres, tu vois, constamment. Et en fait, la manière dont ça a changé, c'est que en fait, je pense qu'il y a plein de vecteurs différents. Enfin, il n'y a pas qu'un seul axe, c'est pas un truc linéaire, genre il y a les nuls et il y a les forts qui sont là. En fait, il y a plein de vecteurs et tu vas être fort dans un truc et moins fort dans d'autres. Et en fait, finalement, ce que tu te rends compte, c'est que les gens choisissent de définir leur vie par rapport à un vecteur qui fait sens pour eux, en fait. Et c'est pour ça que tu vas avoir des gens qui vont venir sur YouTube et vont dire, voilà, vous pensez qu'il y a l'argent et c'est pas bien, et l'argent, ça sert à rien, etc., etc., etc. Parce que peut-être qu'eux, ils étaient forts sur certains vecteurs. Peut-être qu'ils sont super forts pour être avec leurs potes et passer du temps, leur famille, leur machin. Et du coup, ils choisissent de définir le succès selon ce que eux, là où ils ont une appétence, tu vois. Et peut-être que pour nous, comme on était forts pour gagner de l'argent, on s'est dit, gagner de l'argent, c'est quoi? C'est une compétition, tu vas essayer de trouver ta niche, être intelligent, faire ton truc, travailler dur, etc. Et finalement, c'est un bon truc qui démontre tes valeurs et après, derrière, t'es récompensé, etc. Et donc, du coup, depuis, je me suis dit, en fait, il y a plein de vecteurs différents. Tu veux pas tous les avoir. Mais du coup, c'est difficile de dire qu'une personne est tu est peux plus forte respecter. qu'un autre, en fait. Ouais. Et tout est purement contextuel. Donc, par exemple, Subjectif, tu peux dire, OK, en niveau business, telle personne est plus forte que toi. Mais après, dans plein d'éléments, tu peux dire, OK, telle personne est meilleure que moi en management. La personne peut être plus heureuse que toi aussi, Ouais. en gagnant aucune des compétitions, toi. Ouais. Et moi, je suis en mode, OK, potentiellement, sur YouTube, c'est un truc que je maîtriserais bien, mais il y a plein d'autres trucs en fait, que je maîtrise moins bien. Et en fait, tu peux sous-diviser le truc. En mode, il y a vraiment un milliard de compétitions. Donc, tu peux trouver un peu ton ego et ton truc n'importe où. Mais c'est absurde de dire que parce que tu as intégré HEC, tout le monde va te respecter et t'es objectivement meilleur que tout le monde. Parce que la plupart des gens ne s'intéressent pas à rentrer à HEC ou alors ils sont... C'est toute l'histoire de Naval Ravikant sur choisir les jeux auxquels tu veux jouer. Ouais. Et donc ça, c'est un élément, tu vois, sur lequel moi, j'ai beaucoup évolué. Après, je pense que d'un point de vue fondamental, j'ai évolué un système de valeurs où, pour moi, le but ultime, en fait, c'est d'atteindre une certaine sérénité d'esprit. Et de dire, en fait, tout le reste... Est-ce que c'est comme ça que tu définirais le bonheur pour toi? Sérénité d'esprit? Peut-être que c'est le but qui est au-dessus du bonheur, tu vois. Ok. Parce que est-ce que c'est ça le bonheur? Je pense que c'est pas comme ça que la plupart des gens le définiraient. Mais un truc, en fait, où tu acceptes tout ce qui existe, tu vois, tout ce qui se passe. Genre, en stoïcisme, si tu veux, c'est amor fati, tu vois, un truc comme ça. Et simplement être en harmonie avec l'univers. Et en fait, moi, je le vois comme étant le truc le plus important. Est-ce que tu désires encore quelque chose ou vraiment tu désires plus rien vu que ou tu penses que tu peux avoir les deux en même temps? Donc, quand tu es dans cet état-là, ouais. t'aurais pas de désir. Mais parce que le désir étant un terme assez chargé, si tu regardes un peu, tu vois, sur le bouddhisme, etc. Parce qu'essentiellement, si tu étais en harmonie avec tout, probablement t'aurais pas ce que nous on appellerait du désir. Tu vois. Ce qui veut dire que tu peux pas agir. Et après, ça rentre dans des trucs, je sais pas si on a envie de rentrer là-dedans, mais sur des trucs, tu vois, genre... c'est tout ce qui est Bhagavad Gita, et ça parle de ça. En fait, comment est-ce que tu peux agir sans désirer le fruit de tes actions? Juste faire ce qu'il y a à faire. Ouais.
et comprendre en fait, et ça revient donc pour le coup dans ce cadre-là, ça revient sur une histoire de karma. Et le karma, c'est pas en fait, ah, t'as donné un coup de pied à un chien, donc demain un pigeon va te faire caca sur la tête. Pour eux, c'est pas ça. Sur ta paix mentale. Pour eux, le karma, en fait, c'est le système de conséquences. Donc essentiellement, ça veut dire que y a un certain chemin pour ta vie qui est essentiellement prédéfini en fait. Donc ça veut dire que tu peux toujours agir, mais comme ce que je disais tout à l'heure, tu vois, c'est un peu entre les mains d'un pouvoir qui est au-delà de toi. Et ce qui veut dire qu'en fait, tu vois, précédemment, j'étais en mode, bon, le but de la vie, c'est d'être plus fort et de montrer que tu es le plus fort, tu vois. Mais en fait, une fois que tu réalises que les gens sont plus forts dans différents trucs, en fait, moi-même, je le faisais à l'époque, puisque moi-même à l'époque, je me dis, ok, tu es le plus fort si tu réussis à intégrer une école de commerce. Mais en fait, il y a des gens qui. Et maintenant, tu les verrais, tu vois quelqu'un qui entre à HEC, tu serais pas très impressionné, tu serais pas. Et pour d'autres personnes, c'est en mode, ouais, en fait, tu vois, c'est par exemple les gens qui font du bodybuilding ou qui sont à fond, tu vois, dans la culture du physique, ils sont un peu en mode à juger tous les gens parce que qui est le plus fort ou qui est le plus beau, etc. Et en fait, c'est pas que c'est une mauvaise chose, c'est un autre système. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que mon système, la plupart des gens le reconnaissaient pas, en fait. Et je me suis aperçu qu'il y avait plein d'autres manières de faire. Effectivement, moi, j'ai eu un break en disant, en fait, c'était ce que j'ai de faire parce que je vais pas être très heureux dans mon job sorti d'école, tu vois. Et donc, du coup, j'ai évolué un peu sur quel est l'objectif fondamental, en fait, que j'essaye d'obtenir avec tout ça. Et finalement, tu vois, si tu essayes de faire du business, tu te dis, à quoi ça sert de faire du business, en fait? Il y a une partie où tu essayes de gagner de l'argent pour après sécuriser ta famille, parce que comme ça, tu vas avoir un devoir pour ta famille de pouvoir tout sécuriser d'un point de vue financier, tu vois. Et c'est vrai que avoir sécurisé ça d'un point de vue financier t'aide en fait à être plus paisible sur le reste. Et après, tu réfléchis en mode, du coup, tout ton travail, ça te confronte au monde, et en te confrontant au monde, ça t'oblige à travailler sur tes faiblesses, en fait. À t'améliorer. C'est un instrument de développement personnel, au final. Il y a toute une histoire dans Michael Singer, dans un de ses bouquins qui s'appelle Untethered Soul, c'est dans celui-là, où il te raconte l'histoire d'un gars qui a une espèce d'épine, en fait, dans le ventre, et à chaque fois que son épine, elle touche quelque chose, il a mal. Et donc, en fait, il traverse le monde et il a mal, un truc lui fait mal, etc. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va se construire une espèce d'armure pour protéger son épine. Et en fait, ce truc, c'est qu'il a l'impression de ne plus avoir mal, mais il s'est construit une armure. Et là où il veut en venir, c'est qu'en fait, il valait mieux retirer l'épine directement. Et ce qu'il te dit, c'est que quand tu vas être dans le monde, il y a des trucs qui vont te créer une souffrance. Ça va créer une réaction émotionnelle, une réaction d'anxiété, une réaction de peur, une réaction de « j'ai pas envie de ce truc-là ». Mais pourtant, ce truc-là, il arrive, il est réel. Ou alors, potentiellement, c'est une peur, c'est un truc qui pourrait se créer. Et donc, interagir avec le monde de cette manière va, à l'intérieur de toi, te faire sentir les points où tu es encore vulnérable, où tu as encore ces épines qui sont à fleur de peau et qui créent cette réaction. Et donc, c'est en interagissant avec le monde que tu découvres ces éléments-là et que tu essayes de les faire sortir et de les relâcher. Tu vois. Et donc, le fait de travailler, le fait, tu vois, même d'avoir des enfants, le fait de vivre ta vie, le fait de voyager, etc., de faire ces éléments-là, te permettent en fait, construisent vers cet objectif de dire à quel point est-ce que je peux identifier toutes les épines et les relâcher. Tu vois. Et donc ça, c'est quelque chose que moi qui était totalement étranger à mon système de valeurs il y a 10 ans, tu vois, 12 ans. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Et ce qui fait qu'en fait, pour moi, le travail est devenu plus... À l'origine, le travail, c'était une fin en soi, quasiment. C'était une manière de prouver que tu étais intelligent. Et au fil du temps, c'est devenu plus un moyen, en fait. C'est quelque chose que tu fais. C'est comme faire du sport. C'est quelque chose que tu fais pour le sport en soi et quelque chose que tu fais parce que ça te rend plus sain et plus en meilleure santé, tu vois. Voilà. Est-ce que tu penses améliorer un peu, retirer les épines hautes, c'est un truc que tu peux faire tout au long de ta vie ou c'est quand même plus facile le plus tôt tu le fais? Parce que je m'étais fait la réflexion à 2-3 ans en visitant ma famille, où tu as un peu tous les âges, que en fait, un enfant, si tu l'as pas vu depuis 2-3 ans, il a totalement évolué d'état d'esprit, il a totalement changé. Tu vois, adolescent, il y a encore un changement, mais peut-être un peu moins qu'un enfant. Tu vois un jeune adulte, ça peut avoir changé, mais généralement, quelqu'un passé 40, 50, 60 ans, c'est très rare qu'il y ait un vrai changement, tu vois. Et du coup, je me suis un peu paniqué, je me dis, tous les mauvais trucs que j'ai maintenant, si je les fixe pas rapidement, ils vont se cristalliser et ça va être quasiment impossible de changer. Tu vois, de façon générale, les gens un peu s'extrémisent avec le temps, tu vois. Ils ont une certaine façon de fonctionner, de penser, et t'as l'impression que c'est quasi impossible pour eux vraiment de changer après 30, 40, peut-être 50 ans, on va dire. Est-ce que toi, tu as le même sentiment ou tu dis non, ça peut être un truc qui peut être amélioré continuellement C'est bien possible, hein. C'est bien possible. Je pense qu'effectivement, c'était... Juste biologiquement, en fait, limite que ton cerveau ait plus de mal à... C'était le plus facile de transformer ton identité quand tu étais plus jeune. Je pense que tu as probablement raison. Que c'est un élément sur lequel je travaille au fil du temps et que c'est plus facile de faire bouger la courbe au départ plutôt que plus tard. Alors peut-être qu'il y a des moyens de changer. Peut-être que si tu prends beaucoup de psychédéliques, c'est un moyen de... encore une fois, biologiquement, sont censés secouer le truc et permettre justement
Donc, notamment, le traitement psychédélique, c'est souvent, imagine que, tu vois, il y a une rivière qui coule, et du coup, la rivière, à force de couler, elle a un peu creusé son trou, quoi. Et donc, du coup, l'eau qui va arriver après, elle va couler dans le trou qui est déjà fait, et ton cerveau, il fonctionne un peu comme ça. Et plus t'es vieux, plus le truc, il s'est creusé. Et le truc des psychédéliques, c'est que ça va un peu redistribuer les cartes et te permettre de mettre la rivière autre part, quoi. Donc, c'est la théorie. Après, c'est pas évident, mais tu vois, tous les gens qui parlent des thérapies qu'ils font autour du LSD ou de la kétamine, etc., j'ai l'impression que c'est un peu ça, en fait. C'est des gens qui ont un problème, qui savent qu'ils ont ce problème, mais qui sont un peu coincés dans une manière de faire, et ils vont faire une thérapie pour essayer de rechanger. Donc, potentiellement, ça, c'est un moyen de tricher, du coup, sur l'âge. C'est un moyen de redistribuer un peu les cartes et de remettre un peu de flexibilité dans le système. Mais je pense, effectivement, ça devient plus dur. Mais après, en réalité, c'est aussi très peu de gens qui, consciemment, se disent quels sont mes défauts que je veux corriger et qui essaient de les corriger. C'est aussi très, très rare, toi. Les gens sont comme ils sont. Ce que ça veut dire, c'est qu'au fil du temps, si tu t'améliores, eh ben, tu vas garder de plus en plus tes améliorations. Carrément. Je trouve ça plus facile de garder des bonnes habitudes maintenant qu'à l'époque, en fait. À l'époque, j'étais plus volatile, j'avais plus de mal à garder les habitudes. Et maintenant, j'ai plus de facilité à les avoir. Alors, potentiellement, parce que ces habitudes qui ont en partie été, tu vois, que je les ai fait suffisamment de fois pour que j'ai moins de résistance à les faire. Mais que, ouais, c'est... Totalement. Après, c'est inscrit, quoi. Et du coup, les personnes les plus bienveillantes, généralement, c'est les personnes de 80 ans. Ouais. Les personnes les plus aigries, c'est les personnes de 80 ans, toi. Généralement, t'as un peu les deux qui se créent. Et donc, mais on est tellement d'accord. Pour revenir un peu aux avantages de la religion, on a un autre aussi, c'est la générosité un peu forcée, tu vois. Donc, tu as un système, beaucoup dans les religions, tu as le système de tu dois donner 10% de ce que tu gagnes. Tu as vraiment tout ce qui est mormonisme, même beaucoup d'églises aux Philippines, par exemple. Alors, ça peut être vu comme négatif aussi, mais pareil, dès qu'il y a quelqu'un de la communauté qui a un problème, qui a perdu son boulot, tu vas l'aider. Des enfants qui n'ont pas de vêtements, tu peux faire des dons, toi, il y a plein... En réalité, je crois le don moyen en France, peut-être je vais raconter une merde, parce que c'est soit 70, soit 700 euros. Peut-être 700 euros, parce que 70, c'est vraiment très faible, par français. Mais en gros, c'est carré de ouf par les catholiques, en fait. Parce que c'est eux qui donnent le plus, parce que c'est inscrit un peu dans la religion. Et donc, l'idée après, c'est est-ce que tu peux un peu débundle la religion, toi ? Tu prends chacun de ses avantages et comment tu peux les recréer un peu hors de la religion. La communauté, où tu te rends compte, en fait, il y a de plus en plus de communiqués qui sortent dans tous les sens. J'ai vu une vidéo récemment, c'était marrant, c'était un peu de leur gueule, mais c'était marrant quand même, sur un peu les comités de mâles alpha. Donc, ils vont ensemble, juste entre mecs, entre mâles alpha, faire leur truc. T'as toutes les... Ce qui est un peu contradictoire, parce qu'en théorie, dans une meute de loups, tu vas avoir qu'un seul alpha. C'est un peu la définition du mâle alpha. Si t'as plein d'alpha, à un moment, ils s'entretuent jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un. Mais bon. Non, mais après, un truc marrant, c'est tous les mâles alpha qui vont tous au sauna, il y a un truc. Ils vont au sauna, les mâles alpha, ok. C'est ça, bon à savoir. À 15 dans un sauna. Mais après, t'as les communautés pour les meufs, t'as un truc un peu autour du yoga. Mais en général, tu vois qu'il y a plein de communautés qui se recréent, toi. Le Aerox, CrossFit. Après, on a été à la conférence des entrepreneurs de Bangkok. C'est une forme de communauté. Et ce qui est fascinant, moi, je le ressens pas, mais quasiment tous les mecs qui disent, ouais, moi, j'ai besoin d'une communauté, toi. Je me sens seul, et ça y a vraiment besoin de gens qui les comprennent, ainsi de suite. Tout système de pardon, je pense, c'est beaucoup le psychologue. C'est dire, ouais, c'est tes traumas de l'enfance qui expliquent tes mauvais comportements de maintenant, t'inquiète pas. Toi, il y a un peu et je pense que ça continue à grossir. On a déjà parlé que la thérapie, ça allait continuer à monter potentiellement et que l'IA, ça pourrait être assez énorme là-dessus. Un truc intéressant, c'est justement ces questions d'anxiété par rapport au futur, où justement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse, tu vois. Je pense que les gens sont très anxieux par rapport au futur sur plein d'aspects, tu vois. J'ai l'impression que la responsabilité tombe vraiment sur leurs épaules, quoi. S'ils ont merdé, c'est de leur faute. C'est ça. Versus un système religieux où finalement, il va arriver ce qui va arriver. Il y a un plan qui est plus large que toi. C'est ça. Ou un système un peu communautaire où c'est genre si un truc se passe c'est pour tout le monde et tout le monde va devoir s'entraider pour le résoudre, quoi. Et aussi ce qui fait ces religieux, c'est qu'en fait l'apocalypse c'est pour les autres, tu vois. Donc à un moment il va avoir le jugement dernier ou peu importe, quasiment tous les religions ont ça, et nous on va être les élus, donc même si toi il y a une catastrophe incroyable, ce sera sur la gueule des autres, nous ce sera le meilleur moment pour nous, toi. Nous vraiment on sera placés au-dessus, donc c'est bien, toi. Et donc ils attendent limite s'il y a une petite catastrophe naturelle, c'est pas plus mal, quoi. La quête de sens aussi, je pense qu'on y répond pas très bien aussi. En gros, la réponse un peu la plus commune, que les gens soient au courant ou pas, c'est un peu l'existentialisme. Donc, tu te fais toi-même ton sens, toi. Tu dois le créer toi-même. Ce qui est quand même très compliqué, je trouve, de demander à chaque personne de trouver une raison à l'existence. Et de ce point de vue-là, la meilleure réponse qui est non religieuse, je pense, c'est de très loin, c'est la parentalité. Ou c'est comme une étoile du Nord qui est très claire. Tu vois, c'est de t'occuper des enfants. C'est un truc qui est un peu non questionnable, quoi. C'est ça. Alors que si tu fais ton propre sens, tu dis, ok, le sens de la vie, tu vois, c'est de créer les meilleures vidéos YouTube possibles. Un jour, tu vas dire... Un jour, ben non, tu vas te poser des questions. C'est juste des vidéos YouTube, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Alors qu'il n'y a pas un jour où tu dis, ouais, bon, bah c'est juste mes enfants, tu vois. J'aurais dû me construire sa vidéo YouTube, tu vois. C'est un peu un truc qui est non questionnable, tu vois. C'est un peu comme un truc de religion où, genre, si tu as grandi dans une religion à un point où tu peux pas questionner le truc, tu te poses même pas la question de, ah bah si ça se trouve...
Moïse, blablabla, tu vois. Et là, c'est un peu la même chose, tu vois. Tu n'utiliseras jamais la question de l'importance des enfants. Donc, ça te donne quelque chose de vraiment indéniable. Je suis d'accord. Et après, pareil, sur un système de valeurs et morale établi, je pense que tu as deux trucs potentiellement intéressants. De toute façon, tu lis des idéologies politiques. Du coup, les gens se politisent potentiellement de plus en plus de cette façon quand ils sortent un peu de la religion. Et aussi, tu as les mouvements comme le stoïcisme, en fait, qui répondent, je pense, beaucoup à ça, tu vois. Même les trucs comme tous les influenceurs, justement, Andrew Tate et autres, je pense que si ça répond à ça. C'est OK, c'est ça les règles, c'est comme ça que le monde fonctionne, et tu as juste qu'à suivre ce que je dis, quoi. Mais même si tu vois un truc comme le stoïcisme, je trouve, peut répondre à un système de valeurs de ce qui est bien, ce qui est mauvais, mais te donne pas le sens, quoi. Le stoïcisme, c'est vrai, je sépare les deux. Ouais. Qu'est-ce que tu vas en faire? Alors qu'Andrew Tate ou un gars comme potentiellement Jordan Peterson, mais si on met de côté Andrew Tate te dit vraiment, ok, le système de valeurs, voilà, qui sont les biens, qui sont les mauvais. Il faut le plus fort possible. Il y a les forts, les mauvais, il faut que tu sois fort. Et il donne aussi une quête de sens, parce qu'en fait, il faut être fort, et c'est ça, voilà, c'est ça qui va justifier ta vie, en fait. Même un truc comme le stoïcisme te donne un peu des outils, mais te dit pas vraiment ce que tu dois en faire. Donc, il te reste le truc de te créer un objectif. Après, il y a l'idée d'être la meilleure personne, justement, d'améliorer ton caractère. Toi, mais encore une fois, c'est pas très fort. Toi, c'est pas un truc qui drive vraiment les gens. Les cas de vertu. C'est ça, tempérance, ce truc. Mais c'est pas, je suis d'accord, c'est pas très puissant. Parce qu'il me semble que dans l'itération originale du stoïcisme, il y avait quand même une quête de sens. Et le sens, c'était d'être un bon citoyen et de pouvoir mener la patrie. La vie parfaite aussi, mener une vie parfaite. Moralement, tu vois. Mais du coup, ça a été, pour le coup, ça a été un peu unbundle du stoïcisme, parce que si Renan Holiday te dit, bon, bah, le truc, c'est d'être un bon citoyen et de défendre Rome contre les envahisseurs, ça va pas marcher, tu vois. Donc, en fait, ils ont fait, ok, il y a ce truc de gestion un peu de tes émotions et de ton moral, mais finalement, l'objectif du truc vers quoi il construit a disparu. Il est pas évident, je suis d'accord. Et après, le dernier aspect, justement, c'est la générosité. Je pense qu'il est le plus intéressant, parce que ce serait le plus facile, potentiellement. Il y a une vidéo qui est marquée, et je l'ai vue il y a très longtemps, une vidéo de Tony Robbins, qui est d'ailleurs dans son jet privé à ce moment-là, c'est toujours marrant, mais qui t'explique qu'en fait, il faut donner de l'argent, tu vois. Et lui, il a nourri des milliards il a fait des milliards de repas, je sais pas quoi. Et en fait, lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il donnait de l'argent depuis qu'il avait 0, tu vois. Et ce qu'il avait été, on sait pas. Mais que vraiment, ses premiers dollars, il donnait, en disant qu'en fait, si tu le fais pas maintenant, tu te mens à toi-même en disant que tu le feras plus tard, tu vois. Et il y a aussi un autre truc que j'ai regardé à l'époque, qui est la Wellbeing Course de Yale, donc un programme sur le bien-être de l'université de Yale, qui en fait montre que sur ton bonheur, c'est un plus gros impact de donner que de recevoir, tu vois. Ce qui est contre-intuitif pour beaucoup de personnes. Et que c'est un truc vraiment facile, en fait. Tu donnes, tu vas te me sentir, toi. Ça te fait un pic de bonheur. C'est facile, c'est simple. Et je pense que beaucoup de gens ne sont pas forcément au courant de ça. Et moi, je me suis un peu arrêté sur l'idée qu'en gros, ce qui se fait beaucoup, c'est 10% de ce que tu gagnes de le donner. Il y a eu tout un truc d'Eli Abdal qui avait fait une vidéo là-dessus. C'est le Giving What We Can Pledge. C'est tout un truc qui est très populaire dans la communauté rationaliste. Ouais, Effective Altruist. Et en fait, le chiffre de 10% imprimé, du coup, c'est un truc qui est à l'origine un élément religieux. Bah, c'est ça, les 10% que tu donnes à l'église, c'est un truc. Ils l'ont modélisé, ouais. C'est ça. Et moi, ce que je me suis arrêté, c'est en gros, et je le fais de toute façon, tu vois, tu le calcules de façon annuelle, c'est 20% de ce que tu dépenses à peu près, toi. Ce que tu dépenses, c'est bien parce que ça crée aussi ça crée un bon incentive aussi sur les dépenses, ouais. Sur à quel point tu vas être généreux ou pas. Si c'est sur tout ce que tu gagnes, ça peut sembler énorme, en fait. C'est ça. Ouais. Alors que si tu as 20% de ce que tu dépenses, c'est plus facile à traquer aussi d'une certaine façon, dans notre cas. Et l'idée, je pense, qui est intéressante là-dedans, c'est comment tu peux être le plus égoïstiquement altruiste, tu vois. Comment tu peux optimiser ton propre honneur par la générosité. Et donc, j'ai essayé pas le truc différent. Et en fait, je pense que plus c'est concret, plus c'est proche de toi, plus c'est un effet fort. Donc, le numéro 1, forcément, c'est amis et famille. Si tu peux donner de l'argent. Généralement, d'ailleurs, beaucoup de gens ne comptent ça même pas comme la charité, tu vois. Parce que tu as les la famille. Tu vois, je compte pas mes enfants non plus, hein, on peut pas non plus abuser, mais ce que je dépense, c'est. Ta mère a donné, tu fais OK. Ça. Check sur la liste. Amis, famille. Un autre truc aussi que je pense qui est pas mal, c'est encore une fois pour maximiser son bonheur personnel, toi, c'est très égoïste. Il y a deux trucs que j'ai fait, c'est les orphelinats aux Philippines. J'ai fait avant de les visiter et après l'avoir visité. Et en fait, en les visitant, forcément, tu as un impact qui est démesuré parce que tu vois vraiment les enfants, tu vois vraiment ce que ça fait pour les enfants, l'argent que tu donnes, ainsi de suite. D'ailleurs, ce serait peut-être un sujet dans le podcast à un moment, c'est les economics des orphelinats, c'est assez fascinant, quoi. C'est assez intéressant. Parce qu'en fait, ça coûte vraiment pas très cher de faire vivre un enfant, en fait. En Philippines, toi, c'est 150 $ par mois. Tu peux assurer une vie à un orphelin, quoi. Ce qui est assez fou quand tu y penses. Tu payes beaucoup plus pour certains sas random que ça, quoi.
type un ConvertKit. Mais et un autre truc aussi que j'avais fait à l'époque, c'était pareil, on travaillait avec une école pour handicapés. Et pareil, de voir en fait les enfants en vrai, ça a un impact démesuré sur le sentiment que tu as quand tu donnes. Et aussi, un autre truc que ça m'a fait penser, c'est que quand tu visites ces endroits, ton country ladder, donc on parlait des trucs de 0 à 10, il explose, tu vois. Là, t'es plus même pas à 9, t'es à 14 sur 10. Quand tu dis, en fait, il y a tellement... Enfin, t'entends des histoires dans les orphelinats d'enfants, enfin, c'est tellement horrible ce qu'ils ont vécu que comparativement, tu dis, on est même plus sur une échelle, tu vois. Il y a un truc exponentiel, limite, qui est là-dedans. Pareil, quand tu nais handicapé avec un handicap lourd, il n'y a pas vraiment de comparaison possible, quoi. Le troisième, un des moins bons, c'est Assos Random. Donc, tu donnes toi, tu reçois un email, merci pour votre don. Au final, tu sais pas trop où ça va, ça n'a pas trop d'effet. Et d'ailleurs, ça va un peu avec l'idée justement de Ali Abdaal Effective Altruism, où ils veulent donner là où ça fera le plus de bien possible, tu vois. En fait, ils valorisent une vie humaine à un certain prix et ils disent, par exemple, si c'est donné en République démocratique du Congo pour des filtres à eau qui va sauver le plus de vie, on devrait faire ça, tu vois. Ce qui se tient, mais pareil, je pense que c'est pas optimal en termes du bonheur personnel que tu retires parce que c'est très loin. C'est très loin. Mais même ça, tu te dis, en fait, encore une fois, je pense que les associations pourraient s'améliorer là-dessus, là, les charités. Toi, au lieu de dire merci de leur donner $500, dire merci, vous avez aidé cette petite fille à faire ça, toi, tu peux le rendre plus concret. Et plus c'est concret, plus je pense les gens sont enclins ensuite à redonner. Et donc, en plus aussi d'augmenter ton bonheur, je pense qu'être généreux, ça peut potentiellement faire autant un meilleur entrepreneur, créer une meilleure boîte. Et je t'avais parlé à un moment de Mike Beckham, qui a fondé Simple Modern, qui est une boîte qui fait 200 millions de revenus par an en vendant des bouteilles d'eau et 25 millions de profits. Donc vraiment un truc qui fonctionne très bien. Donc les bouteilles d'eau, c'est leur seul produit? Maintenant, ils ont des sacs à dos, ils ont quelques trucs comme ça, mais c'est vraiment des produits basiques. Amazon un tiers Amazon, un tiers ils sont en retail et un tiers leur site. Donc ils ont vraiment bien géré ça. Ils ont accompli ton rêve du coup de se diversifier. Exactement. Normalement, ils ont opéré à un niveau qui est quasiment parfait. C'est vraiment très impressionnant ce qu'ils ont fait. Et eux, ce qu'ils font... Alors lui, déjà personnellement, il donne beaucoup. Il a fait un très bon épisode avec... sur le podcast My First Million, ou peut-être sur le podcast de MoneyWise de Sampar, que je recommande. Mais lui, déjà, il donne beaucoup d'argent. En gros, il a décidé, je ne sais plus combien il a besoin de ça pour vivre, et tout le reste, il donne. Et aussi, même la boîte, c'est 40% des bénéfices qu'il reverse en charité, ce qui est monstrueux comme taux. Mais du coup, tu te dis, ça transforme quelque chose qui est très banal. Tu vas vendre des bouteilles d'eau, on s'en fout un peu, en un peu une mission divine. Tu vois. Plus tu vends de bouteilles d'eau, plus tu peux aider des gens. Tu vois. Et notamment, vu qu'ils recrutent dans sa communauté de Mormons, ils sont tous alignés, toi. Ils sont tous vraiment, le but, c'est de gagner un maximum d'argent, de faire un maximum de profit pour pouvoir reverser le plus d'argent possible en action caritative. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai réfléchi à un moment, on avait pensé à faire 1% for the planet, mais c'était un peu de la merde, en fait. Je sais pas si tu connais, c'est une association qui est créée par Yvon Chouinard. Le créateur de Patagonia. C'est ça. Mais c'était pas très bon. C'est pas très bon à quel niveau? Déjà 1% du CA, ça fait un peu chier comparé au profit. Toi, tu préférais, si t'as une année où t'es en négatif, tu vas devoir c'est compliqué, quoi. Et c'est du coup plutôt à prédire que moi j'aurais préféré un truc profit, mais eux, l'idée, et je comprends, c'est que c'est plus facile de contrôler sur le revenu que sur le profit, toi. Et qu'une personne qui achète un truc à 50 €, c'est qu'il va reverser directement 50 centimes. C'est ça. Je pense qu'il y a un côté. Plus ça, je sais pas combien de marge ils font sur le produit. Exactement. À 50 €. Et donc ça s'appelle 1% for the planet. Mais je pense que ça peut. Moi, je m'avance un peu. Je devrais peut-être en parler, mais j'ai étudié sérieusement la question d'ouvrir genre un orphelinat aux Philippines et en gros le financer avec une partie des bénéfices de la boîte. Et bon, déjà, c'est une très bonne action parce que tu ouvres un orphelinat. Et aussi, je pense qu'encore une fois, ça peut avoir un impact positif sur la motivation des gens qui travaillent dans la boîte. En se disant, voilà, mon travail permet aussi ça. En sachant que en fait, c'est beaucoup plus compliqué que je pensais. Parce que en fait, orphelinat, ça va être compliqué. C'est très compliqué parce qu'en fait, il y a déjà différents niveaux d'orphelinat. Donc en fait, tu peux avoir le meilleur niveau. Vas-y, moi je veux faire un orphelinat du meilleur niveau. En fait, aux Philippines, tu as un système, tu as les orphelinats de gouvernement qui reçoivent entre guillemets les orphelins les plus faciles. Et après, tu as les orphelinats qui sont généralement des associations catholiques justement qui financent ça, qui gèrent ça, où ils reçoivent les enfants les plus difficiles. Et les parcours des enfants, c'est vraiment hardcore, tu vois. Où, en gros, ils sont traumatisés, c'est très très dur. Et dans tous les cas, en fait, il faut quand même obtenir certaines licences. Ce qui, encore une fois, c'est logique quand tu te dis, tu vois. Toi, t'as envie de dire, moi, je veux aider. Oui, mais en même temps, tu peux avoir aussi beaucoup d'abus, donc c'est normal qu'il y ait des contrôles. Et donc, ce que j'avais commencé à réfléchir à faire, et ce qui se fera peut-être à terme, c'est en gros ouvrir une section dans un orphelinat existant. Comme ça, t'as pas besoin d'ouvrir un nouveau orphelinat. T'as besoin d'avoir toutes les approbations, c'est déjà géré. Mais ça veut, on pourra discuter, c'est vraiment très intéressant. En même temps, il y a un modèle aux Philippines. J'ai plus le nom maintenant. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est que ils ont ce qu'ils appellent des maires.
Donc des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, qui auraient voulu avoir un enfant mais qui n'ont pas eu d'enfants, c'est ce qui est assez intéressant. Et en fait, qui gèrent 9 enfants, tu vois, en même temps. Donc ils ont une grande maison avec leurs 9 enfants adoptifs, tu vois, plus ou moins. Et ensuite, ces mères commencent à peut-être 20 ans, et elles travaillent jusqu'à 60, 65 ans, et donc elles ont 4, 5 générations différentes. Et donc quand je suis allé visiter, c'est fascinant parce qu'en plus, t'as parfois les grands frères, les grandes sœurs qui rendent leur visite, qui ont maintenant 40 ans, ainsi de suite. C'est vraiment un système très vertueux, toi. Et je pense compliqué à mettre en place dans un pays européen. Mais tu vois, comme ça, encore une fois, l'enfant, en plus, il a quelqu'un de 6 ans à 18 ans qui va s'occuper de lui, la même personne tout le temps, qui encore une fois devient une mère adoptive, en fait, dans les faits. C'est vraiment intéressant. Et après, il y a plein d'autres modèles différents. Et encore une fois, ça coûte vraiment pas très cher, quoi. C'est assez impressionnant de ce point de vue-là, à quel point tu peux avoir un impact direct sur une vie. En fait, c'est pas énorme d'argent. Et donc, voilà, c'est ça. Comment on peut un peu débundle la religion et potentiellement les mouvements futurs. Maintenant que j'ai beaucoup critiqué le truc du Cantril, là. Donc, Cantril, c'est le fameux test qui classe. C'est ça, l'échelle de 1 à 10. Sur 1 à 10, ouais. Okay. Par contre, on pourrait le remplacer, tu vois, la question, parce que c'est facile de critiquer et il faudrait trouver autre chose. Moi, je pense déjà qu'il faut éviter tout truc qui a une notion de comparaison. Je pense qu'il faut que ce soit un truc purement interne, parce que sinon tu pars vite, on a déjà discuté, tu perds vite cet aspect vraiment bonheur en tant que tel, et plus tu te compares socialement. Et un truc qui serait intéressant, je pense, c'est la version inversée du PHQ-9. Le PHQ-9, c'est un questionnaire sur la dépression. Parce qu'il y a 3-4 questionnaires qui sont agréés par les différents départements psychiatriques des différents pays. Et littéralement, c'est 9 questions, tu vois. Donc c'est vraiment très rapide à faire. D'ailleurs, c'est aussi un truc... Je pense que les gens, quand ils entendent parler de quelqu'un qui dit qu'il a été diagnostiqué de façon clinique pour une dépression, ils pensent que, ouais, il y a un truc, il y a une IRM qui a été fait, une prise de sang ou autre. Littéralement, c'est un questionnaire qui peut encore une fois être que 9 questions. Et le mec dit, bon, bah, t'es dépressif ou pas, quoi. C'est vraiment très basique. Et t'as des questions du style, est-ce que sur la semaine passée, à quelle fréquence j'étais fatigué, j'avais pas d'énergie, toi. Tout le temps, jamais, certains jours, ainsi de suite, quoi. Quelle fréquence quel jour j'avais pas de plaisir à faire les choses, peu importe. Et donc tu pourrais juste inverser les questions pour mesurer à peu près le bonheur, tu vois. En sachant qu'encore une fois, le bonheur est très différent pour les personnes. T'as un peu deux notions, t'as un peu la joie, la vitalité, t'as aussi un peu la paix, la tranquillité, mais c'est quand même, tu tournes toujours un peu autour de ça, quoi. Mais donc, si tu mesures les émotions négatives, du coup, t'es forcément pas dans le bonheur, quoi. Donc, c'est ça. Presque l'absence d'émotions négatives et en soi du bonheur. Tu pourrais le faire comme ça, mais tu pourrais inverser. La plupart des jours, j'avais de l'énergie, j'étais en forme, toi. La plupart des jours, j'ai pris du plaisir dans les actions quotidiennes, toi. Tu peux l'orienter comme ça. D'ailleurs, c'est un test intéressant, vous pouvez le faire vous-même à la maison et voir quelle note vous avez et comment ça évolue au fil du temps. C'est PHQ-9. Il y en a pas mal des tests un peu comme ça. Le branding est excellent. PHQ-9. PHQ-9, ça se retient. Pareil, t'as tout le manuel de psychiatrie de DSM, enfin, c'est un bordel. C'est assez intéressant, mais c'est un sacré bordel. Et ensuite, on finit par une idée business qui rejoint un peu. On avait parlé de Brian Johnson. Ouais. Et en fait, lui, vraiment, ce qu'il avait. On en parle après à chaque épisode. C'est ça, c'est notre gars. Et ce qu'il a essayé avec une de ses entreprises, c'est de mesurer, en fait, être capable de prendre des mesures neurologiques pour savoir justement, plutôt que de dire t'es dépressif ou pas dépressif, t'es un 5, toi, ou t'es un 6, t'es un 7, toi. Mesurer directement le cerveau, la santé mentale, toi. Je pense qu'on n'y arrivera pas pour un moment. Je pense que c'est très compliqué à faire. Et qu'on va rester coincé on n'aura pas de mesures objectives comme le rythme cardiaque, le poids, et de Charvy, tout ce que tu veux, comme ça, ou s'ils sont ou des prises de sang, ainsi où tu peux vraiment mesurer la santé physique d'une personne. Et donc, on n'aura pas ça pour la santé mentale. Et donc, il va falloir. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Et je pense, encore une fois, cette histoire des questionnaires, elle n'est pas débile. Et donc, en fait, avoir un moyen, créer une plateforme ou un site sur ça, où tu reçois chaque jour des questions, un peu de ce type de questionnaire, et qu'en gros, tu peux connecter avec tous les autres wearables, tes autres sources de données. Donc, ça peut être wearables, encore une fois, ça peut être les trucs Oura, les trucs Whoop, Apple Watch, peu importe, où là, tu vois vraiment les données physiques. Ça peut être des données que tu entres manuellement toi-même. Et ça peut être aussi des trucs même intéressants, un peu comme le screen time, tu vois. Voir c'est quoi l'effet de son bonheur d'Instagram, tu vois, de voir les jours où je passe moins de temps sur Instagram, je suis plus heureux. Encore une fois, le problème, c'est que la causation est difficile à expliquer. C'est peut-être parce que tu n'étais pas content aussi que tu n'es pas su temps sur Instagram, donc c'est un peu difficile. Mais je pense que ça pourrait tirer des conclusions justement sur la santé mentale. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens font pour le soi-même, où ils vont faire des tests, ils vont dire je vais arrêter le café pendant 30 jours, voir comment va mon sommeil, je vais arrêter l'alcool. Et beaucoup de gens ont arrêté l'alcool parce qu'ils ont vu que ça influait sur leur sommeil. Et aussi une stat totalement random que j'ai trouvée en cherchant un peu tout ça, c'est que les femmes dorment 11 minutes de plus que
hommes par jour sur leur vie, tu vois. Enfin, 11 minutes chaque jour. Et ce que je dis, c'est en cumulé, vu que les femmes ont une espérance de vie, je crois, 6, 7, 8 ans par là, plus que les hommes, qu'est-ce qui est expliqué juste par le fait de dormir 11 minutes de plus par jour, tu vois. Et je pense, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait 1 ou 2 ans qui sont déjà expliqués comme ça, quoi. Parce que ouais, je trouve ça intéressant. Je pense qu'on n'est pas au courant quels sont ces avantages-là, encore. Elles vivent plus longtemps, elles dorment plus. Après, quand tu dors plus, tu vis un peu moins. Tu peux c'est vrai. Tu peux l'argumenter comme ça, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'injustice? Est-ce que les femmes devraient dormir moins ou est-ce que les hommes devraient dormir plus? Comment tu rétablis une égalité parfaite? Globalement, je pense que tout le monde devrait dormir plus. Donc, c'est ça. Donc, les femmes sont en avance. Ouais. Et encore une fois, je pense que la plupart des réponses sont assez obvious sur les effets des habitudes et des actions et des données biologiques sont bonheur. Mais encore une fois, avoir ces données, je pense que ça a un gros impact. Moi, vraiment, Oura Ring, c'est beaucoup décrié comme étant un peu... Mais moi, ça a eu un énorme effet. Comme étant un peu... Comme améliorant mon sommeil. En fait, mon sommeil passait de c'est terrible... C'est décrié comme étant un peu obvious. Bah, déjà, c'est... Ouais, bah oui, couche tôt, ça... Forcément, tu vas mieux dormir, ou même des trucs où ça peut être un truc négatif, où du coup, tu deviens obsédé par le fait de c'est quoi ton score. Mais moi, ça a été vraiment que du positif, l'Oura Ring. Et donc, je pense que je serais vraiment intéressé, toi, de savoir c'est quoi mon score de santé mentale et comment ça corrélé à plein de trucs de ma vie, tu vois. Et je pense à terme, ça peut arriver. Forcément, c'est pas un truc qui est facile à faire, hein, mais... Je pense que le problème de ce truc-là, d'un point de business, c'est que les gens vont pas avoir envie d'entrer toute la data eux-mêmes. Donc, faut que tu trouves un moyen de te connecter à toutes ces sources de data. Et je pense que c'est ce qui est en train de se produire au fur et à mesure, ça commence à se rajouter. Ouais. Ils ont maintenant une feature où ils te font... Ça vient de sortir là. Apple, ils ont beaucoup. Ouais. Si tu utilises Apple Watch et que en plus tu as ton téléphone, ils ont déjà beaucoup. Déjà le truc. Ouais. Et c'est un truc de check-in. Ils te demandent comment tu te sens. Et après, ils te demandent... Apple l'a voulu monter, quoi. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce qui a contribué? Non, parce que, tu vois, en fait, Apple, ils ont toutes ces données, mais après, ils l'exposent à une app, en fait. Tu peux créer une app qui récupère ces infos, tout comme les apps récupèrent l'info de combien de pas tu as fait par jour, etc. Donc, en fait, toi, tu pourrais dire, OK, j'ai envie de présenter ça dans une interface et de donner des insights, en fait. Qu'actuellement, Apple ne fait pas, et en fait, ils te donnent un check-in, mais tu ne sais pas trop quoi en faire. J'avais une fois récupéré une app qui avait une interface intéressante. En fait, tu avais ton année, donc tu avais toutes les semaines, tu vois, donc tu avais des petits pixels, comme des petites cases. Et chaque jour, tu disais, est-ce que tu étais 5 sur 5, 4 sur 5, ça donnait différentes couleurs. Tu vois, genre le 5 sur 5, c'était un vert foncé, moyenne sur le mois. Un peu moins. Et après, tu avais tous les tu voyais toute ton année et tu voyais le pattern, la trend, etc. Et ce que je trouve intéressant dans leur interface, d'abord, tu pouvais voir toute ton année en un clin d'œil et voir à peu près comment tu te sentais, voir s'il y avait des tendances, etc. Et simplement que ça te donnait envie de remplir chaque jour ton truc, parce que tu n'as pas envie d'avoir un carré qui était vide, et donc du coup, ça te donnait envie, tu vois, de remplir et d'avoir l'élément visuel. Est-ce que tu l'as gardé, ça, de mettre un score sur ta journée chaque jour ou... Je l'ai fait bien pendant un an, une année entière. Donc j'avais vraiment le truc à la fin de l'année entière. Après, je l'ai arrêté. En fait, je mettais toujours un peu 4 sur 5. Parce que, je pense sur 10, c'est déjà mieux. Parce que sur 10, ça donne déjà un peu plus de marge. Sur 10, tu mets 7 sur 10. Ouais, tu mets 7 sur 10, ouais, c'est pas ouf. En fait, le problème, c'est que parfois, tu sais, as des journées où tu te sens pas trop bien et tout, mais finalement, tu te dis, bon, bah ouais, j'ai fait ce que je devais faire. 2 sur 5, je suis pas non plus, voilà, je suis pas malade, rien ne va, tu vois. Tu te. Country ladder, on revient sur le truc. Et en fait, tu te dis, finalement, c'est pas trop mal. Donc, je mettais souvent, et sûrement, j'allais très mal, tu vois, je mettais 3 sur 5. Voilà, aujourd'hui, j'avais mal de crâne toute la journée, je mets 3 sur 5. Mais du coup, et puis il y a des jours où tu mets 5, tu vois. Mais en gros, t'es quasiment toujours à 4. Quand ça va très mal, tu mets 3. Quand ça va super bien, tu mets 5. Mais finalement, c'est assez homogène, tu vois. En fait, c'est difficile, je trouve, d'admettre que t'as vraiment une journée de merde, tu vois. C'est difficile de dire, je viens passer 24 heures de ma vie. Du coup, est-ce que c'est pas une bonne raison de le faire? 2 sur 5. Parce que ça te force à reframe ta journée de façon positive, tu vois. Tu peux le voir comme ça presque. Ouais. Ça te force à. En fait, si tu dis, premier truc, moi, je me sens pas senti très bien, mais il y avait tous ces éléments. Tu cherches quand même les trucs positifs. Ouais, tu cherches les trucs positifs. Parce que t'as pas envie, en fait, d'admettre que t'as passé vraiment une journée catastrophique, tu vois. C'est comme quand les gens te disent, ouais, comment ça va et tout. Ouais, tu dis toujours ça va bien, tu vois. Mais même si en fait ça va trop bien, t'as pas envie de. Ouais, mais c'est un truc, ça c'est un autre truc social. Mais je pense que là c'est vraiment. Mais même, tu vois. T'as pas envie d'avoir un mauvais score, tu vois. J'ai pas envie d'admettre que tu vois que ça va. Non, mais finalement ça va pas mal. Tu vois. Donc voilà. Et même pour moi-même, j'ai pas envie de l'admettre, tu vois, même sans le truc social. Ok. Donc j'avais un peu cet élément. Je pense que justement, tu vois, si t'avais un truc plus objectif, qui était de se dire, il y a vraiment des jours où tu te sens moins bien. Et après, tu vois, le truc, c'est que tu veux pas dire que 1 sur 5, c'est genre toute ta famille est morte, parce que sinon, bah, tu vas être que entre 4 et 5, ça n'a pas de sens. Mais du coup, encore une fois, répondre à tes questions, c'est pas mal, parce que ça peut dire dans ta journée, est-ce que tu t'es senti optimiste, tu vois. Mais le normaliser, tu vois, sur les 30 derniers jours, c'est ça. Mon pire jour, il doit être à 1, mon meilleur jour, il doit être à 5. Ouais, tout est normalisé. Donc en fait, c'est uniquement relatif à ce que j'ai fait. Bon, bah du coup, je peux pas comparer avec toi, parce que je sais pas où t'es. Mais ça peut me dire, ok, les jours où j'ai entre 1 et 2, j'ai fait tel truc, et les jours où j'ai entre 4 et 5, j'ai fait tel truc. Tu vois. Et ça, je pense que l'insight de Oura, c'est que, en théorie, ces trucs-là, tu le sais,
Mais t'as pas une mémoire qui est assez bonne pour savoir que te souvenir de toutes les fois où tu as bu de l'alcool et toutes les fois où tu as mal dormi et de faire cette connexion, c'est un peu dur en fait. Si tu le vois pas et je ne peux pas le quantifier, ça peut être difficile pour un truc qui peut sembler évident. Et je pense que sur les trucs de bonheur, c'est en fait tu vas découvrir que des trucs que tu connais, genre les jours où tu fais du sport, tu te sens mieux, etc. Mais en fait ça tu le sais, mais est-ce que tu l'acceptes vraiment d'un point de vue fondamental ou est-ce que tu le sais d'un point de vue intellectuel? Je pense que c'est la différence et que si vraiment tu peux à chaque fois appuyer sur cet élément et dire ok, c'est vrai qu'à chaque fois que je sais pas, à chaque fois que je regarde 2 heures de YouTube le soir avant de me coucher, le lendemain, typiquement, je me sens mal, etc. Et ça t'aide en fait à changer ton comportement pour le voir d'une manière objective. Et pas juste d'avoir l'impression que tu dois toi-même te souvenir de comment tu t'es senti sur les dernières semaines. Je suis d'accord. Donc là, je pense qu'il peut y avoir une valeur et éventuellement, en fait, pour moi, le challenge ici, c'est de pouvoir collecter la data de manière automatique. Donc du coup, il faut aspirer beaucoup de data sur la vie des gens et après leur donner un questionnaire. Et après, effectivement, tu leur donnes des insights. Et avoir des insights. Après, ça, c'est l'élément où les gens aiment bien qu'on leur parle d'eux. Avoir des insights sur toi, c'est cool. Tu vois. C'est pour ça que tu aimes bien regarder ton score de sommeil ou ta courbe de sommeil. Pendant ta courbe de sommeil. Surtout quand on le voit, c'est un truc positif. Tu vois. Il y a un peu ce côté-là. Vu que moi, j'ai toujours des bons scores, ça me motive chaque jour. Putain, j'ai super bien dormi. Tu vois. Même si du coup, j'ai l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent peut-être correctement, ils voient leur score de merde, ils disent putain, fait chier, j'ai mal dormi. Moi, j'ai plutôt l'inverse. Des fois, je me réveille, je suis un peu mal et je vois putain, 90, quoi. Ça peut être qu'une bonne journée. Tu vois. Ouais. Il y a un sujet dont je voulais parler avec toi, c'est les conseils contradictoires. Donc, il y a des conseils qu'on connaît tous dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et en fait, parfois, je me retrouve coincé face à ces conseils parce qu'il y a différents conseils qui pointent dans différentes directions. Donc, j'ai mis 2 exemples ici. Je pense que j'en aurai d'autres, mais j'en ai choisi 2. Le premier, c'est le truc contradictoire entre l'objet brillant, c'est dangereux, il ne faut pas se concentrer sur un objet brillant parce que ça va te distraire, etc. Concentre-toi sur ce qui marche. C'est le conseil numéro 1. Et le conseil numéro 2, c'est que le succès de ton business va vachement dépendre du marché, de l'opportunité, du timing. Donc, il faut trouver le bon marché, la bonne opportunité. Et le problème, c'est que quand tout le monde te dit « Ouais, mais là, c'est un objet brillant, concentre-toi sur ce qui marche déjà », le problème, c'est que aucun entrepreneur à succès ne travaille encore sur sa première idée, en fait. À un moment donné, tu avais un business et tu dis « En fait, ce truc-là, il était mieux » et tu es parti aller chercher ce truc. Ton business actuel, c'est le Shiny Object Syndrome que tu avais il y a 5 ans, quoi. Ouais. 10 ans. Hein. Et donc, la question, c'est « Bah ouais, mais du coup, moi, je le vois, pour moi, c'est ultra évident. » Parce qu'à un moment donné, j'avais Séduction Academy, tu vois, et ça marchait. Et après, je suis parti sur Marketing Mania. Et je suis en mode, si j'étais content sur ce qui marche, je ferais encore des e-books dans la séduction, quoi. Ça n'a pas de sens. Et je me dis, du coup, est-ce que sur Marketing Mania, à un certain point, il faut que je fasse que le saut vers une autre opportunité. Et toi, je trouve que tu as toujours été fort. Ça fait longtemps que tu es sur Amazon. Et je te vois vraiment dire, ouais, ok, je vais lancer une app sur tel ou tel truc. Tu as compris que c'était Amazon. Alors peut-être que tu as essayé de diversifier ton business en dehors d'Amazon, mais je pense que la diversification et l'objet brillant, c'est encore 2 choses différentes. Pour moi, l'objet brillant, plus il est éloigné de ce que je fais déjà, plus il est attirant. Ok. Tu vois, ouais, du coup, moi, j'ai quand même fait beaucoup parce qu'on est rentré en retail, on est dans plein de catégories de produits différents, donc j'ai quand même cet aspect où. T'as pas été dire, je pense que ça serait plus facile si je faisais un SaaS, tu vois. C'est aussi que j'y suis souvent allé à moitié, et quand tu es à moitié, ça ne fonctionne pas, donc tu reviens un peu sur ton truc de base, quoi. Okay. Donc il y a aussi cet aspect-là où. Et encore une fois, vu qu'il y a quand même beaucoup de trucs à réinventer, j'ai l'impression que tu as plein de catégories différentes, ainsi de suite, tu as toujours de quoi faire et du coup, tu as moins l'esprit ailleurs. Mais toi aussi, tu t'aurais pas fait tant que ça, toi. Tu as fait la YouTube, tu as fait la formation. J'ai pas fait tant que ça, mais j'y pense tout le temps, mec. Ok, c'est une obsession, ouais. Le nombre de trucs auxquels je pense, je me dis, tiens, on pourrait faire ça, il y aurait un bon truc. Après, je trouve ça bien d'avoir le trilliard, tu vois. Parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir un endroit où je peux parler d'idées et partager les trucs et sans avoir l'impression que je dois les faire. Parce que souvent, c'est plus intéressant d'en parler que de le faire. Mais j'ai toujours ce truc de me dire, est-ce que je vais trouver un truc qui est encore plus gros que ce que je fais déjà tu vois, j'ai un tunnel de vente qui marche bien souvent. Et je suis en mode, est-ce que je peux trouver un autre tunnel de vente, tu vois? Et je parle à des gens de mon nouveau tunnel de vente, j'essaie de valider le truc. Là, pour le coup, on m'a un peu dit, calme-toi, et ton tunnel de vente, là, il n'est pas aussi bien que celui que tu as déjà, donc garde ce que tu as déjà. Mais tu vois, j'ai vraiment cet élément où j'y pense tout le temps, tu vois, ça génère des idées. Et en fait, il y a un côté où je me dis, c'est pas forcément une mauvaise chose, en fait, tu vois. C'est bien possible qu'à un certain point, je trouve un truc qui est plus gros que ce que je fais là, ou une meilleure opportunité, etc. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une tension toujours entre ces deux-là. Un exemple de ça, c'est un gars dont on parle souvent, on va appeler Monsieur S, je vais l'appeler Monsieur Sylvester pour pas donner son nom. Mais lui, c'est un gars, tu vois, il a plusieurs business différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il a juste su à chaque fois trouver la prochaine opportunité sur un truc qui était gros et ça marche. Il a lancé différents éléments. Et je pense que sur le dilemme de l'objet brillant, j'ai relativement trouvé une synthèse. Donc, comment contrebalancer, concentre-toi sur ce qui marche avec, faut chercher, enfin, potentiellement, il y a une plus grosse opportunité.
La manière dont je réfléchis à ça, c'est ça sert à rien d'essayer d'être un fermier dans un champ qui est aride, tu vois. Moi, je donne ces conseils aux gens, c'est genre, mec, ouais, ok, t'es en train d'essayer de bourriner la niche des conseils sur comment jouer de la flûte, tu vois. Bah Tu vas ouais, te caper. mais à un certain point, tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent. Les gens qui s'intéressent, ils vont pas payer beaucoup d'argent. La question, c'est est-ce que tu es OK avec ça ou pas? Ouais. Mais tu vois, à un certain point, tu cultives un champ qui est aride et il faut que tu acceptes, tu vois, que tu as des limites de ce que tu es en train de faire. Alors que si tu mettais le même niveau d'effort pour aller apprendre aux gens à coder ou, tu vois, à coder Python pour intégrer des apps ChatGPT, forcément, il y aurait beaucoup plus de monde. Bref. Et donc, la synthèse que je vois entre ces deux tensions, c'est numéro 1, d'être vraiment clair sur ton objectif. Parce que, en fait, moi, j'ai souvent des idées. De business, je me dis, ah, tiens, ça serait cool de faire ça. Mais fondamentalement, ce business, il est pas plus gros que ce que je fais, tu vois. Donc, c'est en mode, bah, du coup, ouais, ça n'a pas trop de sens, tu vois. Ça va jamais faire beaucoup plus que ce qu'on fait déjà. Donc, déjà, une fois que tu es clair sur ton objectif, tu peux éliminer beaucoup de choses. Parce qu'une fois que tu es en mode, ok, bah, je peux uniquement passer sur un truc, si ça a le potentiel de faire au moins 10 millions de CA par an, ok, ça élimine déjà beaucoup d'idées qui sont cool, qui sont intéressantes, des trucs ChatGPT, ok, on pourrait faire un teacher, IA, machin. Mais est-ce que tu peux aussi accumuler, parce que nous, ce qui est intéressant, c'est justement, on a lancé après 300 produits cette année, on va finir à 300 produits, on était à 250, et justement, ça va rajouter 10 millions de revenus, toi. Ouais. Donc, c'est une façon, l'accumulation, chacun, tu peux dire, bah, celui-là, il a rapporté 10 000, celui-là, il a rapporté 20 000. Mais là, c'est pas du shiny object, c'est juste des produits qui sont dans une machine que tu as déjà fait. Tu vois, l'idée de dire, ok, je vais aller chercher 10 millions de CA en lançant 10 boîtes différentes à 1 million individuel, Non, qui n'ont rien à c'est voir. encore différent, je suis d'accord, c'est un système totalement différent. Tu vas pas faire ça, quoi. Si tu as 10 boîtes différentes qui font chacune 1 million de CA. Mais toi, tu pourrais dire, je peux encore sortir 2-3 formations, chacune rajoute, et toi, ah oui, mais les formations, toi. c'est pas l'objet brillant. Pour moi, les formations, c'est le business model que j'ai, tu vois. Pour moi, l'objet brillant, c'est aller créer un non, parce que beaucoup de gens IA, disent de chaque romance, projet, tu as à tout prix excéder individuellement les projets que j'ai fait avant toi. Et je pense que c'est pas forcément nécessaire, toi. Tu peux accumuler au fur et à mesure. Et c'est ce que fait beaucoup de vendeurs Amazon, BMS. Si tu rajoutes chaque produit en tant que tel n'est pas énorme, mais ça s'accumule, quoi. Encore une fois, pour moi, l'objet brillant, c'est vraiment un truc qui est en dehors de ton business existant, tu vois. Donc voilà, si je vais aller me lancer dans un tout nouveau marché et développer un jeu mobile, j'ai intérêt à ce que le jeu mobile il fasse au moins 20 millions par an, parce que sinon ça n'a aucun sens, tu vois ce que je veux dire. Si je développe un jeu mobile et je me dis super, je vais lancer un autre business et sauf si t'as faire kiffé 1 million par an, tu vois, ouais, mais c'est là, il y a une énorme learning curve, tu vois. Donc bref, définir ton objectif et être clair sur l'objectif de qu'est-ce que tu veux obtenir. Estimer le plafond de ton projet actuel. Ça, je pense que c'est vraiment ce qui justifie de pourquoi abandonner Séduction Academy ou pourquoi abandonner ton business où tu apprends aux gens à jouer de la flûte. Estime le plafond de ton business actuel. Est-ce que tu penses que Séduction Academy, ça a un plafond si bas que ça? Parce que les séductions, ça marche énorme, non? T'as des mecs qui font des énormes revenus. C'est toujours très dur d'estimer le plafond d'un truc parce que souvent, tu es basé sur combien les gens font. Il y a 5 ans, dans le milieu des formations Make Money, il y avait assez peu de gens qui faisaient plus que 100 000, 200 000 par an, tu vois. Par mois, pardon, 100 000, 200 000 par mois, tu vois. Et aujourd'hui, c'est devenu très commun de dépasser ces chiffres-là. Donc, en fait, tu penses que c'est si commun que ça? Tu penses qu'il y a combien de... Tu penses que c'est assez courant? Qui font quoi? Plus de 100, 200 000 par mois? Ouais, d'entrepreneurs? et beaucoup, pas mal de gens. Plusieurs centaines, à mon avis. Putain, ok. Mais à une certaine époque, tu vois, il y avait peut-être une poignée de personnes, tu vois. Il y avait vraiment peu de gens il y a 5 ans. Tu te rappelles les gens qui étaient publics? Je pense que c'était par exemple Jean Rivière, toi c'était 10 000 euros, toi, je me rappelle, ça paraissait énorme, 10 000 euros. Ouais, c'était encore à plus longtemps. Ouais. Donc tu vois, il y avait par exemple Sébastien Cerise qui faisait des assassinats, des carnages. Lui, il était assez gros. Il y avait des gens qui avaient du volume, mais c'était assez rare, tu vois. Donc en fait, moi, quand j'ai commencé le marketing management, je me dis le plafond, c'est quelques millions par an. Et aujourd'hui, ça a beaucoup monté. Donc c'est difficile d'estimer le plafond. Le problème de la séduction, c'était que mon positionnement était pas bon parce que j'étais jeune, en fait. Du coup, je vendais à des jeunes. Et le bon positionnement sur la séduction, ça aurait été de vendre à des mecs qui ont 40 ans et qui viennent de se faire divorcer ou un truc comme ça. Où tu peux tout d'un coup changer leur life et leur faire payer 5 000 euros, tu vois. Et moi, je vendais à des mecs qui allaient payer 20 euros pour un truc. Et en fait, j'ai vraiment ce problème aujourd'hui. En fait, parfois, je me dis, ok, bon là, on a un truc, ça marche vraiment bien. Mais peut-être que ça peut grossir 2 fois 2, mais j'ai du mal à voir que c'est plus. Et en fait, plusieurs fois, en fait, on a dépassé ces plafonds, on s'est aperçu que le plafond il était plus haut que ce qu'on pensait. Donc, est-ce que c'est nécessaire pour toi de faire x2? Parce que moi, je me suis rendu compte, en fait, si je grossis de 20-30% par an, je suis très content, tu vois. Non. Ça fonctionne très bien. Ouais. Ah, tu veux dire content? Ouais, j'ai pas besoin de faire un truc qui a une échelle, un ordre de grandeur supérieur, toi. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire là, c'est, tu vois, sur... c'est dur d'estimer le plafond, en fait. Et en fait, tu dis peut-être que... Tu dis toujours, il y a au moins un x2. Je trouve qu'il y a jamais un moment où tu dis, ok, je suis littéralement, je me cogne la tête. Tu dis, il y a au moins un x2. Mais je pense qu'en fait, c'est plus un effet d'imagination qu'un effet de marché, en fait. Parce que tu arrives à voir ce que tu fais, tu dis, bon, je peux rajouter un autre truc de ce que je fais. Mais si tu dis, ok, il faut que tu fasses x10,
as du mal à l'imaginer parce que tu as du mal à le projeter, sauf si tu as rencontré quelqu'un qui l'a fait. Ah, parce que x2, c'est une question d'input. Toi, tu dis, bon, je fais un peu plus de vidéos, plus de formations, ça passe quoi. Parce que si tu me dis, ok, aujourd'hui, tu veux faire 100 millions en vendant des formations, je suis un peu en mode, putain, mais je vois personne qui fait 100 millions en vendant des formations. Et donc, du coup, je vois pas comment tu fais le x10. Après, je pense qu'il y a quelques exemples, genre Mind Valley, il y a les exemples existent. Tu crées une plateforme, tu crées une université de marketing. Mais c'est dur de, tu vois, c'est dur de se projeter et de comprendre comment ton modèle va. C'est là où je pense que, en fait, le plafond, mais finalement, tu as fait ton x2 et potentiellement, tu vois encore un autre x2. Donc, en fait, si à chaque fois, tu vois le prochain x2, ça suffit. Donc là, je pense que le plafond. Mais supposons que tu es dans une niche où tu te dis, OK, il y a un certain plafond et moi, je veux faire beaucoup plus. Et là, tu peux te dire, OK, ça a du sens d'aller chercher une autre idée. Je pense qu'il faut ajouter un énorme discount. L'herbe est plus verte. Moi, c'est je pense, le vrai insight donc l'herbe est plus verte de l'autre côté de la barrière. Tu vois. L'énorme insight, c'est que tu dis, mon business actuel, c'est dur, il y a plein de problèmes. Si je veux faire cet autre business, ce sera ultra facile et il n'y aura aucun problème. Évidemment, dès que tu es dedans, il y a plein de problèmes et tout est compliqué. Moi, je vais mettre du coup le conseil contradictoire. C'est là-dessus parce que moi, j'avais vraiment cette mentalité parce que pendant longtemps, on vendait en électronique. Et tout le monde disait, je sais pas comment tu fais électronique, c'est trop dur, machin truc. Et moi, j'étais, non, tous les marchés sont pareils, toi, ça s'équilibre, toi, ça préparait. Depuis on est sorti en grande partie d'électronique, c'est tellement plus facile d'autres catégories que justement, je pense que des fois, l'herbe est vraiment plus verte, toi. C'est clair que parfois, l'herbe est plus verte. Il y a forcément des jardins où l'herbe est un peu jaune, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut ajouter un discount. C'est que l'herbe a l'air plus verte qu'elle n'est, tu vois. Donc, si un truc, moi, typiquement, de mon côté, je vends des formations en ligne. C'est un des business les plus simples au monde. Avec le plus de marge, avec le moins de complexité, avec le moins d'opérationnel, tu vois. Mais il y a quand même des trucs où je me dis, par exemple, encore un truc que je peux pas le revendre, tu veux pas, je peux pas le revendre. Ça dépend de toi. C'est assez dur de déléguer mon business parce que tu vois, c'est ça quand même des trucs ultra créatifs, c'est difficile de le déléguer, etc. Ça serait plus facile si je faisais juste un business où on faisait, je sais pas, du software, tu vois. Parce que le software, ok, c'est plus facile de scaler, de recruter des développeurs. Mais évidemment, tu vas aller faire du software, tu t'aperçois qu'en fait, il y a un niveau de détail de ok, il faut parler aux gens pour valider chaque petite feature. Enfin, en fait, tout est assez, tu vois, assez compliqué. Donc, ça veut pas dire qu'il y en a qui sont plus verts que d'autres. Ça veut dire qu'il faut ajouter un discount. Que si le truc il t'a l'air plus facile, suppose qu'il est 2 crans plus dur que ce qu'il a l'air. De la même manière, tu vois, à un moment donné, il y avait une ruée vers l'or de OnlyFans. Et après, j'ai discuté avec des gens qui faisaient du OnlyFans et me disaient, ouais, en fait, c'était assez chiant parce que il fallait gérer des modèles, il fallait recruter, il y a un milliard de trucs, tes comptes sont bannis, machin. Et puis après, en fait, tu construis un compte sur une fille, et puis après, elle a envie d'arrêter de le faire. Donc, en fait, ton asset, il a disparu. Tu vois, c'est comme si un jour, un de tes produits Amazon, le produit, il décide, en fait, moi, j'ai plus envie d'être vendu sur Amazon. Et t'es mec, t'es mon best-seller, c'est compliqué. Voilà, dans ce cas-là, son produit, il pouvait se casser, tu vois. Ou alors, et puis du coup, pré-IA, le produit, elle veut plus le faire, c'est fini, quoi. Donc, il y a vraiment un danger, en plus de vider le compte d'une personne, investir. Donc, en fait, tu vois, tous ces éléments-là, toutes ces difficultés, auquel tu n'aurais pas pensé vu de l'expérience, tu dis bon, ça a l'air assez facile, c'est du porno, les gens vont payer pour, se révèlent quand tu es dedans. Et donc je pense qu'il faut estimer, il faut ajouter un discount et pas aller sur un autre business parce qu'il a l'air vachement plus facile, éventuellement aller sur un autre business parce qu'il a l'air plus gros et que ton opportunité actuelle ne permet pas d'atteindre ton objectif. Donc, tu vois, dans la catégorie Shiny Object, pour moi, il y a eu 2 moments où j'ai fait ce move. Le premier, c'était en passant de Séduction Academy à Marketing Mania, et le deuxième, c'était en passant de la vente de formation à la partie software. Et à chaque fois, je me suis dit, bon, l'opportunité est juste plus grande. Et puis, ça résolvait des problèmes que j'avais plus avec le business de base. Donc, je pense que ce truc-là, j'arrivais à trouver une synthèse. Mais il y en a un autre, tu vois, qui me vient en tête récemment. On était à une conférence. En gros, j'avais différentes idées auxquelles je parlais aux gens. Et beaucoup de gens sont dans ce mindset du Founders Mode. Donc, ça vient d'un article de Paul Graham qui disait, OK, quand tu es un fondateur, il faut vraiment faire toi-même, faire grossir le truc. Il ne faut pas déléguer, recruter des managers, etc. Tout le monde te dit qu'il faut recruter des managers et avoir des adultes dans la pièce. Mais en fait, c'est une mauvaise idée. Il faut que tu sois un founders et que tu pushes le truc. Et de l'autre côté, on donne un autre conseil qui est de se dire, il faut arrêter de faire tout toi-même, il faut grandir, il faut recruter des gens qui sont plus intelligents, plus forts que toi dans les éléments. Et moi, j'ai un problème concret autour de ça, c'est aux alentours de Schoolmaker. Donc Schoolmaker, aujourd'hui, on a une bonne source de trafic sur YouTube, on a beaucoup de bouche-à-oreille. Donc Schoolmaker a une croissance par le bouche-à-oreille qui est assez linéaire, assez droite. Tu vois, la courbe, elle monte, qui est assez agréable par rapport à mon business de formation où ça va varier selon le lancement. Là, c'est vraiment un truc qui grimpe. Mais le bouche-à-oreille, tu peux vraiment l'accélérer. Donc j'ai une question de me dire, du coup, comment est-ce qu'on est proactif pour générer plus de croissance? Comment est-ce qu'on développe un nouveau canal marketing en dehors de YouTube? Parce que YouTube, on l'a déjà bien maximisé. Et donc je me dis, faut que je recrute quelqu'un pour faire ça. Mais du coup, je me trouve dans la position où j'essaie de recruter une personne pour lancer un nouveau canal marketing pour ma boîte que moi-même, j'ai jamais testé. En fait, recruter une personne, dit, OK, vas-y, gagne-moi de l'argent en allant faire de la prospection, en allant faire du Google Ads, etc. Tu vois.
Et là, il y a beaucoup de gens qui vont avoir une réaction de dire, en fait, c'est impossible, quoi. Là, tu essaies de recruter une personne pour grossir ta boîte à ta place, et ça ne marche pas. Et moi-même, j'ai souvent donné ce conseil. J'ai souvent eu ce problème tu vois, notamment quand j'ai commencé MM et que je gérais les pubs Facebook des gens, il y a souvent des gens qui avaient un site où ils vendaient un produit, ils avaient 0 trafic, ils allaient me voir et disaient, OK, crée-moi un business. Je dis, mec, c'est pas comme ça marche. Je vais pas juste mettre de la pub Facebook, d'un coup ton business il va marcher. Quand je vais pas créer ton business tout seul. Et si c'était aussi simple, je ferais pas du. Moi j'essaie beaucoup ça, justement, pour quelqu'un qui gère qui explose mon Shopify, qui explose le truc affiliates, qui trouve. Et en fait, non, c'est très compliqué de trouver quelqu'un comme ça. C'est un et ça marche jamais. Mais d'un autre côté, je me dis, du coup, c'est quoi la solution? C'est que moi, je dois faire tous les mains canaux marketing pour tous mes projets individuellement, tu vois. Et je suis un peu dans une tension là-dessus. Et voilà. Donc la synthèse, quelle est la synthèse? Il y a une opportunité, c'est de faire un peu dans le founders mode, de dire, OK, le fondateur, il doit être le pionnier qui est devant sur le truc, qui va aller faire tout. Et puis une fois que ça marche, hop, tu le délègues, tu vois. Donc tu crées des systèmes, et après, une fois que tes systèmes ils fonctionnent, tu le délègues à quelqu'un d'autre. Ce que je pense est un bon truc d'un point de vue théorique. Le deuxième, qui est plus ou moins similaire, c'est de dire, OK, tu vas recruter pour toute la partie opérationnelle. Donc là, ce qu'on a bien fait sur ScoopMaker, mais à ce que le fondateur il puisse juste faire de la croissance. Donc dans ce cas-là, tu as sur ScoopMaker de pouvoir gérer la question du produit, d'améliorer le produit continuellement, etc. Et de dire, s'il faut lancer un nouveau canal marketing, il n'y a que moi qui puisse le faire. Le problème de ça, en gros faire le truc puis le déléguer, c'est que on parle de canal marketing que moi, je ne sais pas faire en fait. Ça veut dire qu'on est en train de se dire, il faut que je reparte de zéro à faire une courbe d'apprentissage sur un truc que j'ai pas vraiment envie de faire. Un autre exemple, c'est potentiellement si on veut repositionner un truc sur le produit, j'en parlerai peut-être tout à l'heure sur le plan de l'année, mais on veut repositionner un peu le produit, à tester un nouveau message en fait, sur le produit. Et potentiellement aller faire pas mal d'appels avec les gens pour voir, tu vois. Et se dire, OK, ça serait logique que ce soit moi qui soit sur les appels et faire les appels de vente, essayer de voir si je peux closer les gens, tu vois. Je vois en quoi c'est le founders mode. Mais en fait, j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Et du coup, je me dis, est-ce que en fait, c'est une illusion de croire que tu peux recruter quelqu'un pour le faire à ta place? Est-ce que il faut absolument faire les éléments toi-même? Ou est-ce que tu peux potentiellement recruter quelqu'un, mais il faut payer très cher, etc. Tu vois. Je pense que là, il y a une tension entre des conseils qu'on te donne. Je pense qu'il faut payer très cher en sachant que tu prends le risque que le mec soit nul et tu saches pas trop, toi. C'est ça qui est difficile. C'est que du coup, parce que tu peux dire, je vais juste payer cher, et si je paye cher, tu as un peu cette illusion, la personne peut être compétente, toi. Mais non, tu peux aussi avoir quelqu'un assez nul et tu auras du mal au début à juger est-ce qu'elle est nulle, est-ce que c'est impossible de faire fonctionner le truc. Et ça, c'est similaire avec les développeurs. En fait. Donc ça, c'est un truc que j'ai déjà expérimenté. Mais du coup, tu vois, de la manière où on te dit, tu peux pas juste être un marketeur et engager des développeurs. La réponse est oui, bien sûr que tu peux être un marketeur et juste engager des développeurs. Tu prends un risque que ça t'expose à la figure, mais ça a été fait plein de fois, en fait. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Que ce soit, tu parlais de ConvertKit, il a fait ça, System.io, il a fait ça, moi j'ai fait ça, il y a beaucoup de gens en fait qui l'ont fait, et ça peut marcher, mais c'est vrai que tu prends un risque que ça t'explose à la figure. Et donc, tu dis, il faut payer cher, tu prends un risque que ça t'explose à la figure, je pense que c'est le bon insight, mais que si tu es en mode, OK, on a du budget en fait pour driver du MRR, et finalement, peut-être que si on teste 3 personnes, et qu'il y en a un des 3 qui marche, en fait, on est gagnant. Peut-être il faut avoir une mentalité plus investisseur. Et je pense qu'en fait, c'est ça où tu dis le founders mode. Quel est le contrepoint du founders mode? C'est le investor mode, en fait. On parlait de monsieur Sylvester Taylor, je pense que c'est sa force aussi, tu vois, de pouvoir réfléchir au truc en termes d'opportunités, en termes d'investissement nécessaire, en termes de capital, en termes de qui il faut staffer. Donc l'autre contrepoint, catchphrase, tu vois, au founders mode, il y a un bouquin qui s'appelle Who Not How. Tu ne devrais pas essayer de comprendre comment faire le truc, tu devrais trouver qui est-ce que tu dois mettre en place pour résoudre le problème. Évidemment, si tu peux faire ça, ça t'accélère largement ta croissance. Et là-dessus, moi, on en reparlera juste à l'instant, mais c'est un problème que j'ai. Et je pense qu'il y a une culpabilité de ma part, en fait, de me dire, non, c'est moi qui devrais prendre le truc, c'est moi qui devrais souffrir, c'est moi qui devrais être sur... Je ne peux pas demander à une personne d'aller charger les lignes avec une baïonnette, si moi, je suis pas prêt à le faire. Et il y a une culpabilité de ça. Je me demande si ça ne devient pas une forme de croyance limitante, tu vois. Moi, un truc qui est... Parce qu'en fait, Founders Mode, la raison pour laquelle ça a pris en popularité d'un coup, c'est que je pense que ça a été une forme de rebranding de micromanager, tu vois. Parce que c'était assez commun de dire, faut pas micromanager, les micromanagers, c'est les pires, faut empower ton équipe. Du génie à la Steve Jobs. C'est ça, faut juste laisser les gens, toi, tu leur donnes les moyens et tu les laisses gérer, quoi. Et le truc, c'est qu'en fait, quand tu as vraiment les bons PDG, ceux qui ont accompli les bons trucs, ils ont ce que moi, j'ai un peu qualifié pour moi-même de coup de pression at scale, donc coup de pression à l'échelle, tu vois. Et t'as plein d'exemples. T'as Michael Eisner, qui était le PDG de Disney, qui en fait, lui, visitait les parcs Disney de temps en temps, et d'un coup, il s'attachait à tous les détails, toi. Pendant 1 heure, il avait chaque détail qui allait pas, il allait le faire marquer, et ça devient un peu la légende. C'est putain, quand il vient, il va trouver des trucs, on a intérêt à être au carreau, toi.
T'as Bernard Arnault, il est très connu pour ça. Il visite des magasins et il trouve les petits détails. Et donc, à chaque fois que. En plus, il prévient pas quand il vient, Bernard Arnault. Donc, le mec, il a son jet privé. Il peut se retrouver à Singapour le lendemain, tu vois. Ouais. Donc, tous les magasins sont là, bah, n'importe quel moment, ils pourraient venir. On a intérêt à être bon. Et pareil, s'ils sont bons, il va leur dire. Donc, t'as SP, elle a fait un peu carotte bâton. Elon Musk est très connu pour ça. Mettre des coups de pression un peu random aux équipes. Où d'un coup, il va aller dans un département et il va dire, ah, putain, ça, on a dit c'était un 60 jours, maintenant c'est 30 jours, tu vois. Ouais. Genre de truc. Bill Gates est très connu. Dire, j'ai créé une conférence de presse. Dans un mois, il faut qu'on annonce ce truc. Et son mec, on n'a rien fait. Il fait en mode, bah, on annonce dans un mois, donc démerde-toi. Et Bill Gates était trop connu pour ça aussi. C'est-à-dire qu'en gros, il allait ignorer 95% des présentations de nouveaux produits que les gens présentaient aux managers, tu vois. Mais il y a une, elle allait se pointer et le mec, il avait passé 2 nuits la veille à poncer le truc et à trouver tous les trucs qui allaient pas et il défonçait le gars, toi. Tu disais, putain, si ça se trouve, demain, Bill Gates, il est là à mon meeting, tu vois. Forcément, c'est super intéressant, ça. Forcément, c'est pas très sexy comme idée, parce que t'as pas envie d'être un peu le père fouettard et de mettre un coup de pression. Mais je pense, dans les faits, ça fonctionne quand même. Je pense que c'est une bonne manière. Moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué. On avait une retraite d'équipe et en gros, chacun disait à quoi il servait ou à quoi les autres servaient, tu vois. Et la manière dont eux, ils me voyaient, c'est que j'étais le mec qui était là pour mettre la barrière d'exigence, pour mettre la barrière de qualité. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est peut-être quelque chose qui restera toujours aux fondateurs. Et c'est dur, c'est désagréable, toi. T'as envie de lâcher, de dire non, je leur fais confiance. Mais c'est faisable, tu vois. Puis ensuite, c'est pas faisable de dire il faut que tu apprennes chaque canal marketing parce que c'est irréaliste. Ou que tu manages chaque décision, toi. En gros, une fois, c'est à scale. C'est d'un coup, tu mets un gros investissement. Ouais. Nous, par exemple, toi, ça pourrait être un exemple, c'est que j'investigue les tickets 16 clients, limite même 2 fois par an, toi. 2 fois 2 heures par an, toi. Mais toi, c'est mieux, c'est infiniment mieux que 0 fois par an, toi. 0 fois par an, il n'y a plus personne qui regarde. Toi, là, tu dis, bon, à n'importe quel moment, il peut commencer à regarder et il faut qu'on soit bon, quoi. Et aussi, tu peux voir l'aspect un peu négatif, encore une fois, un peu père fouettard, mais tu as aussi l'aspect valorisant. Tu vois, la personne s'est intéressée, ça compte pour la boîte, sinon il ne s'intéresserait pas, tu vois. Il y a quand même mon boulot. Et idéalement, tu peux aussi pointer les trucs positifs, quoi. Donc ça, ce serait ta synthèse du truc. C'est ça. Le coup de pression. C'est en gros, plutôt qu'avoir une sorte de management un peu mou, un peu continu, tu vois ce que je dis un peu, où tu regardes mais tu regardes pas vraiment. Toi, tu fais des petites remarques un peu à la con sur des détails dont tout le monde s'en fout, et les gens sentent que c'est pas du vrai, quoi. Ouais. Et c'est que tu creuses vraiment, et tu remarques tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, et la personne sent cet impact. Je pense que c'est finalement peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Et encore une fois, c'est un truc que tu vois de très récurrent sur tous les bons PDG. Maya, l'idée qui vient en tête, et c'est aussi ce que moi je pensais faire, mettons, tu vois, tu recrutes une personne pour te mettre en place un nouveau canal marketing du type Google Ads ou un truc comme ça. En fait, potentiellement, ce que tu veux faire, c'est effectivement recruter cette personne qui va grossir le business pour toi, mais être avec elle tous les jours pendant une certaine période. Parce qu'un des buts de recruter une personne qui va être plus fort que toi sur quelque chose, c'est aussi d'apprendre de cette personne. De ne pas avoir que des gens à qui toi, tu dois enseigner tout, des gens qui, toi, vont t'enseigner. Et potentiellement, tu passes beaucoup de temps avec la personne. Et en fait, ce que tu fais, c'est toi, tu partages de la difficulté de faire le truc, mais tout en utilisant toute la connaissance et toute l'expertise que la personne a déjà, tu vois. Et ça permet aussi de juger le niveau beaucoup plus rapidement, si la personne est bonne ou pas, quoi. Ouais. Ok, ça peut être une synthèse intéressante. Non, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, et d'ailleurs, c'est un des problèmes de remote, c'est que tu as moins cet aspect, parce que littéralement, quand tu es en personne, tu peux voir l'écran de la personne, tu peux voir comment elle travaille. Nous, on essaie de voir comment on peut intégrer ça en remote, et notamment, un truc avant, c'est on faisait pas exemple. Je pense que quand quelqu'un intègre la boîte, c'est important d'avoir des calls quotidiens. Tu vois, vraiment, personne fait, chaque jour faire un point, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui, comment tu l'as fait, quels sont les trucs bloqueurs, plutôt qu'attendre une semaine, t'as pas fait grand-chose pour une semaine, parce que la personne ne va pas oser demander. Donc, au début, être vraiment hands-on, je pense que c'est important. Qui peut-être récupère cette énergie du fondateur tout en gagnant la possibilité de pouvoir recruter des gens plus intelligents que toi. Est-ce qu'on parle des 56 jours, on en parle la semaine prochaine et on fait les 49 jours? Je pense que 56 jours, il faut laisser le plus de temps possible aux gens. Donc, selon mes calculs, il vous reste 56 jours pour devenir un killer en 2024. Voilà ce que nous, on va faire dans nos 56 jours restants. Dis-moi. Moi, il n'y a pas de move de Jenny. C'est un peu continuer à ce qu'on fait en mieux. Donc déjà, forcément, pour tous les gens qui sont en e-commerce, c'est maximiser Q4. Donc honnêtement, c'est assez kiffant parce que tu fais des records de vente pendant genre 2-3 semaines, toi. Donc chaque jour, et du coup, c'est la seule période de l'année où vraiment on gère au jour le jour quasiment tout le portefeuille de produits. On regarde vraiment chaque jour. Si il y a des produits qui explosent, t'es là, putain, il faut baisser BPC. Donc c'est vraiment une gestion très active où tu essayes notamment de... c'est un gros parti des ventes, mais c'est encore une plus grosse partie des profits, Q4. Parce que c'est là où les gens sont moins sensibles au prix. Et aussi que tu peux dépenser le moins en pub. Donc tu tires un peu de ces deux côtés-là et c'est là que tu as la plus grosse rentabilité. Donc c'est vraiment le moment où il faut être au taquet. C'est aussi paradoxalement, et je pense beaucoup de vendeurs ne sont pas trop au courant, c'est le meilleur moment pour placer un PO pour un nouveau produit, une commande. Parce que si tu places maintenant, là dans les 2 semaines qui viennent, ça sera fait avant les vacances chinoises.
tu l'envoies par bateau et ça arrive vers mars, voire avril peut-être. Et en fait, mars-avril, ce qui est assez intéressant, c'est là où les niveaux de supply, les niveaux d'inventaire d'Amazon sont les plus bas. Parce qu'encore une fois, il y a ces vacances chinoises qui font qu'il y a un trou de production. C'est quand les vacances chinoises? C'est en gros, ça dépend, mais généralement c'est 15 janvier ou 15 février. Ce sera plutôt 1 janvier. C'est le nouvel an en fait. C'est le nouvel an chinois. Ouais. Du coup, les gens partent vraiment en vacances. C'est pas comme c'est sur TF1 où c'est des esclaves qui travaillent 24 heures non, par jour. Non, d'ailleurs, les Chinois ont beaucoup de vacances. Ils ont le truc nouvel. Enfin, ils ont au final, ils ont très peu de congés payés qu'ils veulent choisir eux-mêmes, à part dans les grosses boîtes. Par contre, ils ont beaucoup de vacances collectives. Donc, je pense 5 semaines au total, peut-être 6 semaines de vacances collectives, ce qui peut être beaucoup. Et après, même quand les usines reprennent en février, elles reprennent lentement parce que c'est aussi un peu le moment où c'est le mercato, tu vois. Tout le monde change de boîte, d'usine, et donc elles ont du mal à redémarrer. Okay. Et donc beaucoup de Chinois, en fait, eux, à ce moment-là, ils se disent on fait rien, tu vois. On place pas de PO maintenant. Et donc, t'as aussi aucun moyen pendant 2-3 mois de renvoyer de l'inventaire, en fait. T'es coincé, toi. Tu peux pas. Si tu places une commande, par exemple début décembre, elle sera faite pour le moment en avril, tu vois. Donc t'es coincé. Tu peux pas. Si t'es low stock tu vois que tu commences à être low stock en janvier, février, tu peux rien faire. Donc les niveaux d'inventaire sont généralement assez bas. En mars-avril. Et donc, quand tu arrives avec un nouveau produit, forcément, tu as un avantage. On a notre séminaire d'entreprise qui est dans une semaine. Et ça pourrait être un sujet d'épisode parce que c'est quand même notre 5e séminaire. Ouais. Et il y a eu des leçons. Le premier truc que je dirais... T'as combien de personnes à celui-là? Je pense qu'on est 30 par là. On doit être 30, un peu plus. Mais dans ces eaux-là. Le premier truc que je dirais, c'est que c'est surcoté, les séminaires d'entreprise. Mais que je suis commit parce que j'ai dit qu'on le faisait une fois par an, donc je suis un peu coincé avec ça. Le sens de surcoté, c'est qu'en fait ça crée moins d'adhérence et moins de loyauté, moins de liens que ce que j'aurais pensé en fait. Mais je pense encore une fois ça pourrait être un sujet d'un podcast de dire comment mieux faire. Qu'est-ce qui fait que ça crée moins de liens que ce que tu aurais pensé? Un truc très simple, c'est par exemple on s'est beaucoup séparé de gens après la retraite, tu vois. Tu pourrais dire ces gens peut-être la performance un peu moins bonne, ça va plus se motiver après avoir vu tout le monde. Okay. Et on n'a jamais vu de boost de motivation, toi. Après avoir passé du temps ensemble. Ouais, je pense pas qu'il faut attendre un boost de motivation d'un individu. C'est ça. Mais peut-être un plus grand attachement à l'entreprise pour la rétention, pour. Bizarrement, beaucoup moins que ce que je pensais, tu vois. Okay. Beaucoup moins que ce que je pensais. Donc, après, nous, encore une fois, le truc, c'est qu'on je pense qu'il y a en réalité plus une faiblesse qu'une force. C'est souvent vu comme une force d'avoir une grande diversité. Mais nous, littéralement, tu vois, sur 35 personnes, on a genre 20 nationalités différentes. C'est un truc absurde. On a peut-être 15 plutôt que 20. On a aussi beaucoup de Chinois qui parlent pas anglais. Donc, toi, t'as un tel mélange qu'en fait, les gens, limite, ils s'entendaient mieux juste en travaillant que toi en parlant de trucs personnels, parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils ont aucun truc en commun. Tu as un truc tout con, mais on avait quelqu'un chez nous qui était lesbienne, tu vois. Ouais. Et pour les Chinois, lesbienne, c'est vraiment étrange, tu vois. C'est un truc vraiment, tu vois, ils comprennent pas, toi. C'est pas un truc auquel ils sont confrontés. Donc, ils sont pas méchants, mais toi, pour eux, c'est juste étrange, quoi. Ouais. Et donc, t'as du mal un peu à connecter d'un point de vue purement personnel, tu vois. Et par contre, ce qu'on va essayer de faire, je pense, la leçon principale, c'est quand même un gros focus sur le travail, en fait. C'est bien de s'amuser, c'est bien de faire des trucs comme ça. Mais je dirais que l'année dernière, c'était la première retraite où je dirais qu'il y a quand même un effet positif. Parce que vraiment, je pense que j'ai pas trop réussi à donner le ton. Notamment, c'est à ce moment-là que j'ai annoncé qu'on allait sortir 150 produits l'année d'après. Et tout le monde était en panique et c'était impossible. Tout le monde disait que c'était impossible. On a fait le double au final. Ce qui est intéressant, au moins, ça a mis dans les gens, on va le faire, tu vois. Il n'y a pas le choix, on va le faire, il va falloir trouver le moyen de le faire. Et donc, alors qu'avant, c'était beaucoup plus orienté sur la culture de la boîte, sur qu'on pouvait collaborer ensemble. Là, c'était non, on a cet objectif là, mesurable. Qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place pour arriver à ça, quoi. Et donc, je pense que c'est un truc important à faire à bien communiquer pendant la retreat, pendant le séminaire. Et aussi, nous, le gros sujet en ce moment, c'est un peu avoir un step-up au personnel, parce on a lancé tellement de produits, sur tellement de marché que c'est un peu le bordel. Donc, on a quelques recrutements encore à faire, on a un meilleur système à améliorer. Logistique aussi, c'est devenu très très compliqué. Logistique aux US. Ceux qui vendent sur Amazon aux US sauront de quoi je parle, mais t'as différents moyens de livrer. T'as Amazon qui a un truc complet, c'est AWD, un truc intermédiaire. Tu peux choisir d'envoyer à 50 robots différents, donc tu payes un truc en plus. En plus, si Trump est élu, tu auras les duties qui vont exploser. Pour le moment, les frais de douane. Donc c'est vraiment un truc très compliqué à appréhender. Et qui arrive à mon dernier point. Ce qui est assez fou, c'est quand je dirais qu'il y a quelques années, vraiment, ta rentabilité sur Amazon était principalement par ta catégorie de produits, tu vois. Si tu choisissais un bon produit, tu pouvais être à 30-40% de marge, même en étant un peu nul opérationnellement, tu vois. Maintenant, je suis quasi convaincu que, à part encore une fois des micro-distorsions, ta rentabilité sur Amazon, elle est en grande partie déterminée par ton excellence opérationnelle. Et donc, ça va être un gros sujet pour nous, c'est comment on est bon opérationnellement, quoi. Et là-dessus, il n'y a pas de grand truc, de grand projet.
Toi, c'est juste plein de petits trucs que tu améliores à droite à gauche. Et donc, c'est un peu un travail de fourmi. Ouais. Donc, c'est ça le plan pour Q4. Et toi, c'est quoi ton plan? Moi, mon business est dans une phase assez étrange actuellement. En gros, il y a 3 éléments. Il y a évidemment la chaîne YouTube. Il y a les formations, mais sur les formations, non, en fait, ça n'a jamais été le cas avant, mais tout est dominé par un produit sur les formations. On a un produit qui marche juste beaucoup mieux que l'école des copywriters. L'école des copywriters. Ok. C'est combien de pourcents, tu dirais, des ventes sur l'année? Bah maintenant, moi, j'ai arrêté quasiment tout le reste. De quoi? J'ai arrêté quasiment tout le reste. Donc, là, tu étais 100%. Maintenant, sur les derniers mois, je suis à 100%. Putain, ok. Et qu'est-ce qui explique? C'est juste que les autres ne fonctionnent plus du tout? C'est celui-là qui prend tellement de place? Non, j'ai arrêté de promouvoir les autres. Pourquoi? Parce que tu dis c'est de la place. En fait, celle-là marche le mieux, donc je mets tout sur ce qui marche. Tu fais des emails continus que sur celle-là, quoi, par exemple. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la raison pour laquelle j'avais autant de formations, c'est que quand tu vends en organique, si tu as 100 000 personnes sur ta liste email et que tu vends une formation, tu vas les user un moment. Tu vas faire X. Mais à un moment donné, les gens, ils ont vu ta formation. Donc, tu lances une deuxième formation, tu doubles ton chiffre d'affaires. Tu lances une troisième formation, tu triples ton chiffre d'affaires, etc. Jusqu'à un certain point. Si tu fais de la pub, le calcul est différent, en fait. Et comme maintenant, on fait beaucoup de pub, je mets tout, en fait, sur ce seul truc. Et ce qui fait que... voilà, donc du coup, j'ai Schoolmaker, École des copywriters et YouTube. Sur École des copywriters, c'est le truc le plus simple, en fait. Actuellement, on a beaucoup de prospects qui rentrent. Il faut qu'on ait plus de monde dans l'équipe. Donc, il faut qu'on recrute. Il faut qu'on recrute, notamment pour prendre les appels à l'origine de vente. Et ensuite, je pense qu'une fois qu'on aura recruté assez de monde, on aura un bottleneck qui va se déplacer sur la partie créative de pub, où en fait, tes pubs, il faut souvent les renouveler. Et donc, moi, ce sera de créer un meilleur process autour de régulièrement produire des nouvelles pubs. Et là, idéalement, il faut trouver une personne qui est spécialisée là-dessus. En parlant de différentes personnes sur le marché francophone, c'est apparemment extrêmement dur de trouver une personne qui est spécialisée. Ils appellent ça Créastrat. Donc ce qui me paraît ouf parce que ça me paraît pas si compliqué que ça, quoi. Ça me tue à chaque fois. Des trucs comme ça où je suis là, putain, c'est fou qu'il n'y ait pas quelques personnes, enfin, que ce soit pas un truc. Bah, peut-être l'école des Créastrat, du coup. Je pense qu'il y a un sujet pour nous là-dessus. Parce qu'on décore, c'est pas si complexe que ça, toi. C'est tu crées des créas, tu vois un peu ce qui fonctionne. C'est pas si complexe que ça. Mais comme en fait, c'est une personne qui va être responsable de driver beaucoup de budget. En fait, tu veux une personne qui sait un peu ce qu'il fait, qui a un peu d'expérience, tu as envie de mettre un newbie total, en fait. Et il n'y a pas tant de gens que ça qui ont ce niveau. Qui ont fait ça, ouais. En tout cas, les gens à qui j'ai parlé m'ont dit que c'est assez dur de recruter. Et après, encore une fois, si t'es très bon là-dedans, tu peux limite fonctionner par toi-même, toi. Donc, c'est un peu, c'est le même problème que pour les youtubeurs et les copywriters, tu vois. En tant que tel, tu dis, ok, bah, faire des vidéos YouTube, c'est pas si compliqué. Le problème, c'est que la plupart des gens qui savent faire des bonnes vidéos YouTube, soit ils travaillent déjà quelque part et ils sont très contents, soit en fait, ils ont leur propre chaîne. Donc, il n'y en a pas tant qui sont disponibles si tu fais une annonce sur LinkedIn, tu vois. Et je pense que sur les Créastrat, il y a plein de gens qui sont très forts en pub, mais il y en a beaucoup d'eux qui vendent leurs produits en dropshipping ou leur formation, quoi, tu vois. Donc, c'est pas un poste qui est ultra facile à recruter. Toi, potentiellement, ce que tu leur offres, c'est un avantage de distribution, toi. Tu as un produit qui sait qui fonctionne, donc au moins, tu peux... Ouais. Bah, à mon avis, là, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur le truc de prendre une personne et de le former à faire un process, tu vois. Et pour ça, il faut que j'ai un meilleur process. Ça peut pas juste être... Pas juste des bonnes idées, parce que si au mec, le process, et des bonnes idées, ça va être compliqué. Donc, je pense que je vais essayer de créer un process qui est plus rigoureux en mode faire plus de recherche en amont, avoir, tu vois, genre, ok, à chaque fois, on veut créer ces 4 types de pubs différentes. Ok, on va avoir un type de pub, par exemple, qui est une pub témoignage. On veut construire autour d'une personne qui nous a raconté une histoire. On va avoir un type de pub qui est une accroche un peu X ou Y qu'on peut, tu vois, peut-être créer un meilleur process. Actuellement, je n'ai pas un très bon process parce que c'est juste, ok, bah, Stan va te trouver des idées. Mais à mesure de... En fait, comme aujourd'hui, on n'a pas encore tant de personnes pour prendre les appels, on n'a pas augmenté tant le budget. Et donc, tes créatifs vieillissent en fonction du budget que tu dépenses. Mais ça, vieillissent, c'est parce qu'elles sont toujours sur les mêmes nuances. C'est toujours un truc que j'entends parler, c'est qu'il faut à tout prix constamment faire plein de créatifs, ça s'épuise. Mais pourquoi ça s'épuise? Est-ce que c'est parce que c'est adressé à la même personne plusieurs fois? Oui. C'est ça, c'est simplement ça. Parce que les gens les ont déjà vus. Okay. Donc en fait, tes créatifs... Il faut que tu achètes des nouveaux angles à chaque fois, quoi. Vont vieillir pas en fonction du temps. Tes créatifs vont vieillir en fonction du budget. En fait, en fonction du nombre d'impressions. Plus tard, Donc en fait, aujourd'hui, moi, j'ai des créatifs qui fonctionnent encore depuis 1 an. Parce qu'il y a encore de nouvelles personnes qui les ont pas vus. Mais plus j'augmente mon budget, plus à un certain point, les créatifs vont vieillir vite et plus il faudra que j'ai encore beaucoup plus de créatifs, tu vois. Et donc actuellement, ça, c'est une faiblesse que j'ai. Parce qu'après, sinon, c'est un truc, en fait, tu peux modéliser de manière assez simple, encore plus, parce que sur de l'organique, tu vois, tu fais plus de vues sur tes vidéos, mais après, tu vas faire plus de ventes de formation dans 6 mois, tu vois. Il n'y a pas un truc de un input, un output. Là, il y a un input, un output, tu peux voir tous les chiffres et te dire, bon, bah, quel est le bottleneck? Bottleneck, il faut plus de gens pour prendre les appels parce qu'actuellement, on a trop de leads et pas assez de gens pour prendre les appels. Et ensuite, après, il faudra
faire juste en parlant des gens, à un certain point, il faudra pouvoir créer des créatifs et toutes les semaines avoir des nouvelles variantes. Et vraiment, sur les trucs de créatifs, c'est assez intéressant parce que c'est genre, c'est la même pub, mais tu vas changer les 3 premières secondes. Ou alors, tu vas changer juste, c'est la même pub, mais il y a une autre personne qui va la dire, tu vois. C'est la même pub, mais on a changé le montage de l'accroche, du machin. Parfois, c'est des variantes assez simples que tu veux tester, mais il faut que quelqu'un manage en fait tous ces trucs, toutes ces variantes que tu vas tester, c'est capable de prendre les infos, de les refaire, de comprendre comment tu itères par rapport à ça. Tu vois, actuellement, c'est encore trop basé sur ma créativité à moi, ce qui n'est pas très réplicable. Et à un certain point, tu dois créer beaucoup de créatifs toutes les semaines. Moi, ça va un peu me gonfler parce que c'est assez répétitif. Souvent, en fait, notamment tu vois, sur les créatifs, tu penserais, OK, il faut trouver un nouvel insight, etc. En fait, souvent, c'est juste de répéter la même chose, mais d'une nouvelle manière. Tu vois. Donc avec une autre mise en scène, un autre machin. Et en fait, une fois que tu as trouvé un message qui marche, tu veux juste le décliner sur différents trucs. Donc, je sens que je vais avoir besoin d'une personne qui va pouvoir vraiment mettre de la rigueur là-dedans et suivre un process et répéter. Mais voilà, il y a toujours cette tension de une personne qui est créative parce qu'il y a marqué créatif dans le nom, mais en même temps une personne qui va avoir de la rigueur et faire un process et shipper toutes les semaines. Et c'est là où parfois ça peut avoir un peu de tension au recrutement. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose que moi je sais faire, donc je peux former quelqu'un à le faire. Il suffit que je crée un meilleur process et ça peut être fait assez rapidement sur les 2 mois à venir. Sur la partie Schoolmaker, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que actuellement sur Schoolmaker, donc on a la chaîne YouTube principale sur laquelle j'ai fait 2 vidéos où je parlais de Schoolmaker. Et après, de temps en temps, je parle sur ma liste email. On a beaucoup de bouche-oreille sur Schoolmaker qui fait venir les gens. Et après, j'ai fait une chaîne YouTube qui est dédiée à Schoolmaker. Mais ça, c'est du YouTube ou du bouche-oreille. Ça va fonctionner ou pas? Pour le moment, ça fonctionne, ça fait rentrer du monde. En gros, tu vois, cette vidéo, moi, les vidéos, je me dis, bon, elles vont faire 1000 vues par vidéo, c'est juste pour faire de l'awareness. Ah, mais c'est super qualifié, quoi. C'est super qualifié. Pour le moment, tu vois, je fais 1000, 2000 vues, donc en gros, je fais les vues que j'avais attendues. Et t'as fait rentrer combien de gens, par exemple? En fait, c'est ultra dur de le mesurer. Comment tu mesures en direct, Timis? Comme ça, après, tu t'appliques un multiplicateur potentiel. Tu sais quoi, en direct, on le mesure, mais j'ai même pas regardé. Ok, tu considères que c'est pas, ça vaut même pas le coup. En gros, ce que je regarde, c'est le nombre de personnes qui viennent direct, parce que la plupart des gens tapent directement sur schoolmaker.com et après on leur demande d'où est-ce que vous êtes venu. Et là, j'ai beaucoup de gens qui me disent bouche à oreille, etc. C'est assez difficile de faire une attribution directe. Je pense que quand j'aurai un peu plus de recul, je le ferai. Et probablement, je regarderai les gens qui ont cliqué directement sur le lien et qui se sont inscrits, que j'ai même pas regardé parce que j'ai l'intuition que c'est un pourcentage assez faible. En fait, le problème, c'est que sur Schoolmaker, tu vois, si une personne voit une vidéo intéressante sur Schoolmaker, il y a peu de chances qu'il démarre un trial maintenant. En fait, ce qui va se passer, c'est que le jour où il va avoir besoin de lancer une formation, il va se dire, OK, les trucs qu'il faut que je pense, potentiellement Schoolmaker ou peut-être Podia ou machin, tu vois, ou School, il va avoir différents outils dans sa tête et il faut que Schoolmaker soit dans ce processus de décision, qu'il aille voir les différents sites et qu'il décide. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a peu de chances que je convertisse une personne directement, sauf si j'avais un mot-clé avec un intent énorme, genre littéralement quelle est la meilleure plateforme de formation en ligne. Tu vois, si je faisais une vidéo là-dessus, potentiellement ici les gens sont au processus de décision maintenant, mais la plupart des vidéos que j'ai fait sont pas là-dedans. Mais dans tous les cas, on reste sur du YouTube. Et je pense que pour du SaaS, il n'y a pas beaucoup de SaaS où le seul canal marketing c'est YouTube. C'est probablement soit de la prospection directe, soit du SEO, soit des Google Ads ou même des Facebook Ads. Mais probablement ces 3-là. Soit des affiliés, des partenariats, etc. Mais là-dessus, j'ai tout ce truc de me dire, OK, il faut créer un nouveau canal marketing, il faudrait que je recrute. C'est pas évident de recruter une personne pour faire un truc que tu n'as pas fait et de savoir que la personne va être bonne, etc. Donc là, il y a un challenge, mais là, j'ai commencé à bosser sur ces éléments-là. Et en fait, tu as parlé à des gens qui eux-mêmes sont forts là-dessus pour comprendre ce qui fait que ça fonctionne sur ces canaux, quels sont les meilleurs canaux, etc. Donc là, je fais pas mal de recherches à ce niveau-là. Plus largement, en fait, aujourd'hui, mon objectif, c'est de comprendre comment transformer du cash que j'ai actuellement grâce à ma vente de formation en MRR, en revenu récurrent sur Schoolmaker. Donc, en fait, transformer du cash qu'on a, et au lieu de mettre tout mon cash dans les ETF, ce que je fais depuis 6 ans, d'en réinvestir une partie dans un business. Parce que du coup, ça, c'est un business qui peut potentiellement absorber du cash. Et sur du SaaS, l'objectif, tu vois, c'est d'avoir un payback de 6 mois. Donc, dépenser aujourd'hui 5 ou 6 000 euros pour gagner 1 000 euros de MRR. Donc, en 6 mois, tu aurais récupéré ton cash. Sur du SaaS, c'est à peu près le benchmark que les gens vont avoir. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas ce véhicule en fait. Je peux pas dire ok, je vais dépenser plus d'argent pour créer plus de vidéos YouTube. Potentiellement, je pourrais le faire. Ça pourrait être un argument de dire ok, pourquoi sur la chaîne du Schoolmaker il n'y a pas une vidéo par jour. Mais je pense que ça surindexe sur du YouTube et qu'il faut réfléchir autrement sur du Google Ads, sur de la prospection, etc. Et en fait, trouver ce véhicule. Parce que si je pouvais trouver ce véhicule, je peux générer beaucoup de cash avec la partie de formation pour grossir mon SaaS. Est-ce que tu as déjà un programme affilié en place ou pas? On a un programme affilié, mais sur de l'affilié, tu as vraiment un truc de 80-20. En fait, tu peux avoir plein d'affiliés, mais ils sont tous assez petits. Du temps, Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste, généralement, tu vas avoir quelques gros affiliés. J'avais le même truc sur Séduction Academy, où j'avais quelques gros affiliés. Mais eux, il faut vraiment les drive. Il faut dire, OK, en mars, il faut toujours prévoir avec eux super longue tendance.
en mars, on va faire un truc, on va faire un webinaire, voilà les emails que tu veux envoyer, je vais les écrire pour toi, etc. Il faut les driver à fond et les canaliser pour vraiment pouvoir driver ce trafic. Tu vois. Nous, ce qu'on a actuellement, c'est on a un plan d'affilié, mais comme on n'a pas une personne qui s'en occupe et qui drive le truc, en fait, ce qui se passe, c'est juste les gens qui sont sur Spreaker, ils veulent recommander à quelqu'un. Ce qui est cool, tu vois, ça apporte des gens par-ci, par-là, etc. Mais il n'y a pas d'effet d'échelle où il faudrait aller trouver des grosses personnes qui peuvent, eux, driver beaucoup. Et ça, pareil, c'est un job, tu vois, d'affiliate manager. Et parfois, je les vois parce qu'ils me contactent, tu vois, c'est ces gens-là qui sont affiliate managers et qui font les gros lancements de formation. Ouais, c'est des gens qui sont juste là pour canaliser tous les moutons, ils passent leur temps à envoyer des emails, tous les chèvres au même moment, et que tout le monde fasse la promo d'un truc, ils ont créé l'offre, ils ont créé le truc, ils te pré-mâchent le travail, etc. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et donc ça, c'est un travail, tu vois, c'est une personne qui peut être full-time ou un mi-temps là-dessus et qui le fait. Mais encore une fois, tu vois, c'est un recrutement. Donc moi, je cherche actuellement ce véhicule où je peux transformer le cash flow que je génère par la formation et au lieu de les investir sur Vanguard, être capable de l'investir sur ScoreMaker et de capitaliser sur de l'equity là. Donc je cherche ce canal marketing. Après, je pense qu'il y a des moyens sur ScoreMaker de prendre des parts sur le positionnement. Notamment, un truc auquel je pense depuis fin 2022, c'est comment est-ce qu'on met de l'IA là-dedans. Et là, il y a des éléments qui sont assez évidents de dire, Rome, ce que je voudrais faire, c'est de pouvoir avoir un coach IA qui accompagne les gens et qui les aide et qui répond à leurs questions. Basé sur le contenu de la formation, du coup c'est là où ça devient complexe d'un point de vue technique. Idéalement basé sur le contenu de la formation. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu fais la promesse, ça va être basé sur le contenu de ta formation, sur tout ce que tu as dit. Déjà, la data, elle n'est pas structurée de la bonne manière. Il faut lire la vidéo. Il faut lire les vidéos, il faut tout indexer, il faut lire les slides, etc. Il faut t'assurer de ne pas faire de bêtises. Ce que j'ai découvert en jouant beaucoup avec cet outil, c'est qu'en fait, même si tu ne faisais pas cette promesse de c'est basé sur ta formation, si tu as prompté ChatGPT correctement, il peut être un bon coach en fait, qui va te poser des questions, qui va corriger. Donc, mettons, je vais donner un exemple. Moi, j'ai une formation copywriting. Et je vais dire aux gens, écoute, voilà, ou une formation YouTube. Écris des titres pour une vidéo YouTube, écris 5 titres pour une vidéo YouTube sur tel sujet. Ce serait assez facile pour moi de créer un prompt ChatGPT où les gens vont faire leurs 5 titres et je vais leur donner une correction. Parce que je leur dis, OK, il y a 3 critères sur le titre. Il doit être de telle longueur, il doit avoir un effet de curiosité, il doit avoir, tu vois, une proposition de valeur, ou parler d'un truc que j'en connais. Je peux créer en gros une checklist de quelques éléments. Et donc, du coup, moi, créer le prompt sans avoir besoin que le truc ait lu la vidéo et puisse vraiment se baser sur tout. Tu vois. Donc, créer des prompts. Et je pense qu'il y a des éléments à faire qui sont là. Sur le domaine de la formation, personne ne le fait. Et je pense que ça pourrait avoir un ajout de valeur. Donc là, tu vois, il y a des éléments produits, je pense, où on peut encore chercher. La raison pour laquelle on n'a jamais fait ce truc IA, c'est qu'en fait, assez rapidement, c'est du gimmick. En fait. Moi, je ne voulais pas faire un truc de merde qui était du gimmick. Parce qu'après, une fois que tu as créé un truc, c'est dans ton produit, tu vois. C'est genre, c'est parti de ton produit, tu as un truc de merde qui est du gimmick, mais il y a beaucoup de features. Ça dévalue ton produit. Il y a beaucoup de features IA où tu as des produits, tu as un truc IA et c'est en mode, vous l'avez juste foutu là pour dire que c'est IA. Ça sert à rien ton truc, tu vois. Et moi, je voulais vraiment voir si je pouvais avoir un. Est-ce que tu as vraiment intérêt à être le premier là-dessus, tu vois? Est-ce que tu as justement intérêt à voir s'il y a un sort, puis après tu copies Ouais, peut-être. C'est là où on l'a jamais fait, tu vois. Mais c'est un truc auquel moi je réfléchis beaucoup. Mais on n'est pas sur un point où on s'est commit de le mettre sur la roadmap. Tu vois, on est sur un pré-truc. Je pense que si j'arrivais à comprendre quelle est la proposition de valeur et comment le faire de manière à ce que ça soit fiable, parce que moi j'utilise beaucoup de ChatGPT comme tu vois coach où il te pose des questions et il t'aide à structurer, notamment si tu réfléchis à des questions stratégiques et tu as un peu plein d'infos, tu peux dumper les infos, il va être assez bon pour les réorganiser. Donc je pense qu'il y a de la valeur là-dessus sur un ChatGPT. Tu crées l'interaction aussi. Ouais, sans avoir été customisé, mais qu'il faut en fait que tu le cadres correctement au niveau du produit, parce que si au niveau de ton produit tu l'as mal cadré, les gens vont avoir des attentes, ils vont te poser des questions, tu vois, sur des trucs ultra pointus de la formation, que le coach IA il va un peu se chier dessus en fait. Et si tu regardes un peu les gens qui ont fait, ok, j'ai entraîné un coach IA sur mon contenu, c'est pas mal, mais dès que tu pousses un peu trop, il a un peu du mal à répondre, etc. C'est une promesse qui est difficile à remplir. Parce que si tu dis, ok, on va juste faire une correction des exercices en fonction d'un prompt, peut-être que c'est plus facile à réaliser. Bref, j'ai pas mal de réflexions à ce niveau-là. Et ce qui fait quand même ma chaîne YouTube est dans une position assez étrange, parce que sur YouTube, j'ai juste envie de faire les vidéos que j'ai envie de faire, mais on n'a plus vraiment besoin des vidéos YouTube pour driver le reste en fait. Alors qu'au départ c'était ça qui drivait tout le reste, et tout le reste partait de la chaîne YouTube. Maintenant j'ai encore la chaîne YouTube et je me dis ok, la chaîne YouTube c'est forcément important. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un côté quand même top of mind, toi? Tu restes top of mind, les gens se souviennent de toi, est-ce qu'il n'y a pas cet aspect quand même Je pense que c'est ça, mais tu vois, du coup le rôle de la chaîne YouTube est en train d'évoluer, tu vois. Il est presque en train d'évoluer, ça a toujours été un peu le cas, mais il est en train d'évoluer presque sur un truc de branding, de prestige, tu vois, de réputation, d'être connu, etc. Plus qu'en fait de dire ok, les gens vont cliquer sur un lien dans la vidéo pour aller s'inscrire à une liste et acheter un produit. Donc ça change un peu le calcul sur YouTube. Et du coup je me dis qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que je fasse moins de vidéos sur YouTube
pour juste avoir ce côté branding et faire des vidéos de quali. Mais en fait, si tu fais 4 vidéos quali par an, ou 8, ou 10, ou 12, ou 20, tu vois, ça... C'est pas ça qui drive. Si tu as fait plus de vidéos, tu vas faire plus de trafic. Mais si le but, c'est de faire du branding, etc., peut-être que ça veut dire que tu fais moins de vidéos. Donc, je me pose des questions à ce niveau-là. Pour le moment, ce que je vais faire puisqu'on a la question sur les 56 derniers jours, je vais continuer à faire les vidéos et j'ai pas mal de vidéos dans le backlog pour une raison de l'organisation que j'ai des vidéos dans le backlog que j'ai envie de faire. Mais je me pose des questions sur le futur de la chaîne, en fait. Parce que j'aurais toujours envie de faire des vidéos YouTube, c'est la partie que je kiffe le plus. Et j'ai juste envie de faire les vidéos que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est assez cool parce qu'il y a moins de pression sur les vidéos maintenant. Mais je me dis, d'un point de vue business, du coup, la chaîne YouTube, où est-ce qu'elle se place dans l'écosystème et comment elle interagit avec le reste. Donc là-dessus, je me pose pas mal de questions. Là, j'ai encore des vidéos à faire. Je vois que putain, la vidéo est totalement noire, on est dans l'obscurité totale. C'est là où vous savez qu'on est des vrais de vrais. On enregistre un peu plus tard que d'habitude, mais on croirait qu'il est 22h, mais en fait non, il est juste 18h. C'est ça, le soleil se couche tôt en Thaïlande. Merci à tous pour avoir été avec nous jusqu'à la fin de ce long épisode. On se retrouve la semaine prochaine.